Mes amis, collègues pédiatres, bien le bonjour. Je suis très contente d'être parmi vous. Je vous félicite pour votre ouverture sur les thématiques de la santé mentale. On va essayer aujourd'hui, dans le cadre de cette table ronde de l'Association des pédiatres de la région de Jdida, de débattre un peu, de discuter des principales demandes que vous avez. Comme a dit Dr Dehane, vous recevez de plus en plus des demandes de santé mentale en consultation pédiatrique. Et on est des conjoints de pratique, les pédopsychiatres et les pédiatres, et donc on travaille tous autour de l'enfant. Notre ouverture vers la pédiatrie nous permet d'éliminer tout ce qui est organique, urgent et d'adapter nos pratiques. Et votre ouverture par rapport à la santé mentale vous permet une vision plus globale par rapport à l'enfant. Et donc, ce que j'ai prévu concernant cette rencontre, c'est qu'on va bien sûr, avec les bonnes pratiques, on va introduire et conclure, mais entre les deux, il y aura un propos plutôt pratique, même si le support sera théorique, mais surtout des messages clés qui vont vous aider à mieux comprendre les demandes qui vous seront formulées. Et donc, quand j'ai discuté avec Dr Dehane, que bien sûr, je remercie infiniment pour son accueil chaleureux, pour son accompagnement attentionné pour que je sois parmi vous aujourd'hui. Et je remercie aussi l'Association des pédiatres de m'avoir invité aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai choisi pour vous, on va parler des enfants différents, mais on va parler aussi d'autres demandes que je pense plus fréquentes. Donc j'ai pris un temps de réflexion pour voir qu'est-ce qui vient chez le pédiatre du côté de la pédopsychiatrie et dans laquelle, dans des situations, le pédiatre peut accompagner, évaluer, repérer, accompagner et même prendre en charge. Et donc j'ai choisi 8 situations cliniques qu'on va voir avec des vignettes cliniques. La liste n'est pas exhaustive. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez toujours me demander, on va en discuter. Donc on va parler de l'enfant qui ne parle pas encore, avec un apport de pédopsychiatre. Je sais que vous êtes très fort dans les trous de langage, mais je vais vous apporter une approche psychologique de la chose. On va parler de l'enfant qui se pose, de l'enfant hyperactif, et je pense que vous êtes très sollicité par rapport à l'hyperactivité, l'enfant qui réussit mal l'école parce qu'on commence à médiatiser et aussi à médicaliser les difficultés scolaires. Donc on va chez le médecin en premier, puis après on voit qu'est-ce qu'on va faire. Les quatre autres situations sont l'enfant différent dont vous avez parlé, Dr Dehane, l'enfant qui somatise. Lorsque l'enfant somatise, vous faites tous les bilans, vous ne trouvez rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, il y a la dépression infanto-juvénile, et je vais vous en parler parce que vous serez amené à voir des enfants en consultation, parce que j'ai mis sans visage, parce que c'est très trompeur. Ça va prendre des formes somatiques alors qu'il s'agit bien d'une dépression. Et une petite particularité, c'est comment mener une consultation lorsqu'on reçoit un adolescent. Est-ce que ça vous va comme ça? Donc comment on va avancer? On va avancer chaque thématique. Je vais énoncer une petite vignette clinique, quelques repères théoriques et on va en débattre. Et la parole elle est ouverte, donc vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Alors je ne sais pas comment je peux faire disparaître avec le... Voilà. Donc, pour introduire, j'ai mis des visages. Ce sont des éminents pédopsychiatres et pédiatres qui ont travaillé longuement dans tout ce qui est santé mentale de l'enfant. Et donc, le lien que nous entretenons, sur lequel vous êtes tous aujourd'hui intéressés, c'est le travail conjoint entre le pédiatre et le pédopsychiatre et qui remonte à très longtemps. Ce sont soit des pédiatres qui ont travaillé dans la santé mentale, soit se sont convertis après pour devenir des pédopsychiatres et qui ont attribué beaucoup de choses à l'histoire de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, soit plutôt ce sont des psychiatres qui ont travaillé par pénurie, ils ont travaillé dans des services de l'enfance. Et donc, les deux, ils ont travaillé conjointement et ils ont écrit l'histoire de la pédopsychiatrie. Donc le lien que nous avons en pratique est un lien très historique qui remonte à plusieurs siècles. Tout simplement parce que, comme a dit Dr Dehane bien souligné, la singularité de notre travail avec l'enfant, c'est qu'on travaille à plusieurs. On n'est jamais, je ne connais pas de situation, et dites-moi si je me trompe, où vous travaillez seul. Soit vous avez un orthophoniste avec vous, un psychomotricien, un chirurgien, un pédopsychiatre,
une kinésithérapeute, l'école ou la famille. Donc la singularité du travail autour de l'enfant, c'est qu'on est à plusieurs. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui réunis. Ça vient du fait que, figurez-vous que les besoins de l'enfant ne sont plus des besoins physiologiques, et ça vous le savez, c'est-à-dire un enfant qui va manger, qui va dormir, qui va aller à l'école. Les besoins pour qu'on se développe, ce sont des besoins au-delà de tout ce qui est physiologique pur. Donc il y a les besoins de protection, il y a le besoin relationnel affectif, il y a le besoin d'être estimé et valorisé, il y a aussi le besoin d'avoir des expériences et d'être encouragé pour mener des expériences de vie, et il y a le besoin de cadre et d'identité. David Cohen, c'est un éminent pédopsychiatre français qui a très bien fait de faire ce schéma que peut-être vous allez le revoir dans des présentations avec d'autres collègues. D'où est-ce qu'elle a eu l'idée? Tout simplement parce que le développement de l'enfant dépend de plusieurs registres. Il y en a 5 principaux registres. Il y a bien sûr le registre physique et moteur que vous connaissez très bien, et il y a le registre affectif, tout ce qui est émotions et sentiments et sécurité affective. Et il y a le registre social lorsque j'entre en relation avec l'autre, qui est soit les parents, soit la famille, soit au-delà, c'est-à-dire l'école et le monde extérieur. Il y a le développement langagier et le développement cognitif. Comme vous voyez, les 5 registres, ils sont interreliés. C'est la petite étoile au centre. Et donc, déjà, on ne peut pas se développer dans un registre et s'arrêter de se développer dans l'autre. On se développe sur les 5 registres parallèlement. Ce qui veut dire, lorsqu'un registre bloque, il va affecter bien évidemment l'autre. Je vous donne un exemple. Vous connaissez mieux que moi les pathologies somatiques. Et si l'enfant est porteur d'une pathologie somatique de mauvais pronostic ou une maladie chronique qui est invalidante et handicapante, il va rester cloué à son lit. Il ne va pas partir à l'école et donc les apprentissages sont mis à l'épreuve. Il ne va pas avoir des relations sociales. Et le pronostic de la maladie va jouer aussi sur son estime de soi et ses émotions. Donc il peut avoir une dépression. Et donc si on se contente justement de traiter que tout ce qui est somatique, ben on a oublié les autres registres. Et donc l'enfant n'aura pas un développement normal. Et c'est pour ça qu'il faut intégrer l'approche somatique dans la prise en charge pédopsychiatrique. Il faut intégrer la santé mentale aussi dans vos prises en charge. Oui. Donc l'abord clinique de l'enfant doit se faire de façon individualisée. Je vous ai mis en vert parce que vous êtes en général le médecin référent de la situation. C'est vous que rencontriez l'enfant en premier. Puis après, nous, autres personnes du réseau viennent en deuxième. Et donc vous travaillez bien sûr en multidisciplinaire avec les médecins, avec le paramédical et aussi avec l'école et la famille. Mais ce qui est important, peut-être qu'on va le voir aujourd'hui, que vous aurez un message fort, c'est que chaque enfant doit avoir une prise en charge individualisée. Lorsque je vais vous parler des différentes situations, ce n'est pas un canevas général à calquer à toutes les situations. Il faut toujours individualiser et personnaliser. Chaque enfant il a son histoire familiale, son histoire de développement, et là c'est son histoire de vie. On se rencontre aujourd'hui parce que vous vous intéressez à la santé mentale. Je vous félicite pour ça. C'est quelque chose qui est acté par les chiffres. C'est-à-dire que 20% des enfants et des adolescents en population générale vont avoir une pathologie de santé mentale. Selon l'Association québécoise de pédiatrie, 50% de la patientèle en cabinet privé présente une pathologie mentale. Et donc, dans tous les cas, vous serez amené à voir des enfants qui ont de la pathologie mentale qui vont se présenter dans vos cabinets ou dans les services hospitaliers. De l'autre côté, 75% des troubles mentaux qui sont détectés en psychiatrie adulte commencent avant l'âge de 25 ans et 50% que nous recevons en pédopsychiatrie commencent très tôt, avant 15 ans. Et donc, la pathologie mentale est une nécessité. Et la santé mentale en est une nécessité aussi. Donc on va pour ne pas tarder, on va commencer par les situations cliniques. Il y a en premier l'enfant qui ne parle pas encore. Donc je vais vous exposer une petite vignette clinique. C'est un garçon de 3 ans et demi qui est le petit dernier d'une fratrie de 3 enfants. Il a des difficultés qui sont signalées en petite section maternelle. Il a un retard de langage oral à cet âge. Il a un comportement colérique avec des difficultés d'accès aux apprentissages. À son âge, il ne fait pas de phrases à 3 éléments. A des difficultés pour trouver le bon mot pour exprimer ses idées. Il dispose d'un vocabulaire qui est très restreint. 2 langues sont utilisées à la maison et ils sont mélangées, le français et l'arabe, et je pense que c'est le quotidien, ça devient de plus en plus fréquent dans les foyers marocains. La maman reconnaît qu'il cède sur beaucoup de choses, il n'accepte aucune règle et que le quotidien est très difficile à vivre. Donc si on revient un peu sur le schéma de 5 registres de développement, vous voyez que c'est un enfant qui ne parle pas et donc il a un retard de langage,
Et par la suite, elle a développé des difficultés de communication et est devenue colérique, et donc elle est rejetée dans les relations. Donc il y a le côté affectif et social qui est touché, et puis les apprentissages aussi qui sont... Je vais progresser, et comme ça vous allez voir pourquoi j'ai mis cette vignette clinique. J'ai commencé par dire que vous maîtrisez les troubles de langage. Je le sais par ma pratique auprès des pédiatres, ils connaissent très bien comment gérer ces situations. Je voulais juste soulever le facteur psychologique dans l'acquisition de langage. Et donc il y a des fausses croyances qui يقولوا لكم les parents ما جبتوش عندكم غادي يهضر واحد الوقت غادي يهضر غيجي واحد دمو ثقيل غادي يدوي غادي. La première fausse croyance, c'est que le langage il est passif. Le langage il n'est pas passif. L'enfant doit être placé dans la place d'un interlocuteur actif. Et que le langage il nécessite, la communication nécessite deux. Donc si je ne stimule pas l'enfant, il ne va pas parler. Si je ne lui assure pas, revenez à la diapo des besoins, si je ne lui permets pas une sécurité affective, il ne va pas parler. C'est un développement cognitif, langagier, qui dépend de la stimulation. Et parfois, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez explorer tout ce qui est du côté de la surdité, tout ce qui est en rapport avec le trouble de langage simple. Parfois, c'est la dysphasie, on va en parler, c'est quoi la dysphasie. Mais on oublie souvent le facteur de stimulation d'environnement. Chez Ilias, par exemple, on parle de langues. Retenez qu'avant 4 ans, l'enfant est capable de parler de 6 langues, mais avec une condition, qu'il y aura un interlocuteur qui est bien désigné pour chaque langue. Par exemple, le papa peut parler que l'arabe à la maison, la maman ne doit parler que le français. Et lorsqu'on va désigner quelque chose pour l'enfant, il faut que ça soit désigné par les 2 langues. Par exemple, par un goulet hada le vert, ça s'appelle aussi caisse. Et donc, c'est pour ça, pour qu'il fait le lien qu'il peut prononcer les 2. Et donc, là, la maman, elle a dit une chose capitale, c'est que la maman, il a dit enfin qu'il lui cède sur beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de stimulation. Et parce qu'il est colérique, ben, je vous donne les détails, la maman le laisse comme ça à son guise. Fais ce que tu veux, loin de moi, moi je veux être tranquille. Et donc, ce qui manquait dans cette vignette clinique, c'est justement l'engagement de la mère pour que l'enfant parle. De surcroît, peut-être l'enfant il est exposé donc aux écrans. On va en parler, oui, complètement, on va en parler. Donc là, je vais répéter la même chose. Pour qu'il y ait développement de langage chez l'enfant, il faut qu'il y ait des facteurs biologiques. L'hérédité, les gènes, toute l'espèce humaine, elle est capable d'en avoir. Sinon, il y a les facteurs organiques, c'est-à-dire la maturité cérébrale des régions qui sont responsables du langage, en l'occurrence temporale et pariétale, puis les langages de sens, c'est-à-dire l'audition et tout ce qui est la sphère oropharyngée. Maintenant, ce qui est capital, parce que je vous dis, je vais juste vous apporter mon apport psychologique, c'est qu'il faut qu'il y ait des facteurs psycho-affectifs. Essayez, s'il vous plaît, pour les prochaines fois, de les explorer lors de votre anamnèse. Est-ce que l'enfant il est en interaction sociale? Est-ce qu'on le place comme personne et donc on discute avec lui? Est-ce qu'il a un bien-être ou il est dans une situation de négligence ou complètement de maltraitance? Est-ce qu'on prend du plaisir à parler avec lui, à jouer avec lui, à chanter avec lui? Il y a les facteurs de l'environnement, c'est-à-dire la stimulation et la richesse des échanges. Là, c'est un schéma que j'ai emprunté d'un orthophoniste et j'ai mis la référence en bas. Juste pour récapituler, on va voir tout ce qui est de l'autre côté. Donc là, c'est un petit rappel pour vous concernant le développement de langage. On dit généralement, je pense que vous le savez, la règle de 1, 2 et 3, c'est-à-dire un nom doit être capable de dire un mot, mais un mot doit être un mot utilitaire. C'est pas papa et maman, ça c'est pas utilitaire. C'est-à-dire qu'il doit dire le man, je ne sais pas quelle langue il va. Puis ensuite, à 2 ans, c'est la phrase à 2 mots. Je vous simplifie la vie comme ça, vous retenez. Par exemple, maman shrob. Et puis à 3 ans, c'est 3 mots. Et à partir de 3 ans, vient l'exclamation, vient l'interrogation. Puis à 4 ans, il doit être capable de réciter, de faire le récit de sa journée par exemple, ou d'un jeu qu'il a fait. Et puis à partir de 5 ans, le vocabulaire doit être normalement riche, parce que ça va coïncider vers 5 ans et demi, 6 ans, avec l'âge scolaire où normalement le vocabulaire doit être très 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 riche. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir avant? Déjà à la naissance, il faut voir, on va le voir dans l'enfant différent, qu'il y a le gazouillis, le regard, le point. Donc, avant 1 an, vous avez pas beaucoup de langage, mais vous avez plus de l'interaction sociale. Donc, si vous voulez explorer le langage, vous allez explorer l'enfant, est-ce qu'il interagit, est-ce
qu'il a le regard, est-ce qu'il a le sourire, est-ce qu'il reconnaît les personnes plus que le langage. Donc on peut avoir, ce qui est ici, c'est qu'on peut avoir au tout début qu'il y a une absence de contact et d'expression, donc l'interaction elle est touchée. Puis après là, lorsqu'on commence à avoir des mots, c'est que soit qu'on n'a pas de mots ou on a des mots qui sont déformés. Puis après, on va voir en détail les différents troubles. Et donc lorsque vous allez repérer, c'est-à-dire que les parents vont venir justement pour cette demande, c'est que l'enfant il a un retard ou un trouble de langage oral qui est un motif de consultation fréquent, parfois il faut s'alarmer, parfois il faut être rassurant auprès des parents. En tout cas, il y a 5 situations cliniques sur lesquelles vous devez agir vite. C'est-à-dire ne pas attendre le bilan orthophonique et le bilan ORL, mais vous devez faire autre chose. Et on va voir c'est quoi. C'est lorsqu'il y a une absence de recherche de contact dès la naissance, ça doit alarmer, ça vous fait penser à quoi? L'autisme. À l'autisme. C'est très précoce à la naissance. Possible, la dépression du nourrisson. La dépression de la mère. Par manque de stimulation, oui. Et ça doit être vraiment très grave pour que l'enfant s'emprunte de l'état clinique. Et la surdité que vous commencez à détecter très précocement depuis c'est appliqué maintenant, je pense. Oui. Et puis il y a l'absence de langage à 2 ans. Le langage qui est déformé après 5 ans, là, c'est pas parce qu'il y a une cause qui est sévère, mais là parce qu'il y a une urgence. C'est un enfant qui va entrer à l'école. Et on dit, retenez l'adage, si je ne parle pas, je n'écris pas, je ne lis pas. Et donc là, il y a urgence. L'enfant peut être en retard scolaire justement parce qu'il n'a pas acquis. Et je pense que c'est la 3e situation qui est très fréquente, parce qu'on a un retard diagnostique, comme on a dit. Donc les parents, ils sont très tolérants et ils vont arriver avec l'enfant qu'à un âge qui est très avancé. Sinon, la perte des compétences langagères est là. Il y a des maladies neurologiques, il y a des maladies métaboliques qui sont responsables de ça. Et il y a aussi l'autisme, qui fait qu'on va régresser. Donc là, attention, on n'est pas dans quelque chose de très simple. Et le bégaiement, tout simplement parce que le bégaiement est très fréquent, mais parce que le bégaiement s'accompagne de pathologies psychiatriques qu'il faudra savoir traiter, en l'occurrence des troubles anxieux. Donc comment vous allez évaluer? Vous allez être à plusieurs dans toutes les situations que je vais exposer aujourd'hui. Donc premièrement, vous allez repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté de langage. La deuxième des choses, c'est qu'il faut chercher l'étiologie. Mais d'emblée, sans attendre la définition d'un cadre diagnostique, il faut qu'une prise en charge doit être initiée. Parfois, vous allez envoyer chez l'ORL, vous allez envoyer chez le pédopsychiatre, mais il faut qu'il y ait une prise en charge sans attendre. Par exemple, vous allez faire des mesures de guidance parentale. Si la maman ne stimule pas, vous allez lui dire de stimuler. S'il y a une exposition des écrans, vous allez enlever les écrans. Je vais vous dire quelle est la place des écrans dans les retards de langage. Peut-être que ça va être une surprise pour vous aujourd'hui, vous allez me dire. Et puis après, il y a le suivi orthophonique, mais je ne sais pas ce qui se passe dans vos pratiques. Le suivi orthophonique, normalement, ne doit se faire qu'à partir de 3 ans. Scientifiquement valide. Il y a des orthophonistes qui voient les enfants avant, mais qui ne font que le travail du psychomotricien. Absolument. Pourquoi? Parce que les aires de langage ne sont matures pour recevoir la rééducation qu'à partir de 3 ans. Ils sont complètement matures, pas complètement, donc le cerveau ne finit son développement qu'à 25 ans, mais ils sont essentiellement matures aux alentours de 3 ans. Donc si vous envoyez l'enfant chez l'orthophoniste, il va ne faire que le travail de psychomotricien. Donc il vaut mieux rendre à César ce qui est à César, donc envoyer chez le psychomotricien, c'est mieux. Donc, et toujours accompagner la psychomotricité de l'orthophonie parce que ça aide à éveiller les aires responsables du langage. Et ce que j'explique aux parents, c'est que si on a besoin de 6 mois de rééducation, si on associe la psychomotricité, ça réduit cette durée, justement. Et ce qui est impératif, c'est la socialisation. Un enfant qui est à la maison doit partir en crèche pour qu'il soit dans un autre bain de langage que celui de la maison. Et aussi parce que parfois, la stimulation à la maison va se faire, mais les parents, parce qu'ils sont parents, ils vont faciliter l'environnement de l'enfant. Et donc, vont mettre la bouteille de l'eau juste à côté, ils vont lui mettre les jouets juste à côté. Donc, il n'a pas besoin de demander. Lorsqu'il est à l'école, il y a des enfants qui ne sont pas censés lui faciliter la vie, ni la maîtresse. Et donc, il sera dans l'obligation de trouver les mots et de trouver les techniques quand même non verbales pour passer l'information. L'âge de l'enfant, je l'ai mis en dernier au moment de la consultation, est capital, ce qu'on appelle le pronostic langagier. Il y a ce qu'on appelle dans le développement de l'enfant, ce qu'on appelle les fourchettes développementales, c'est-à-dire que le cerveau de l'enfant
pour des développements spécifiques, il va se fermer à un certain âge. Et donc, malgré ce que vous allez faire comme rééducation, même si vous la faites du jour, le matin, le soir, l'après-midi, ça ne va pas marcher. Généralement, pour le langage, on le commence, la fourchette de langage commence à 1 an et se termine à 6 ans et demi, 7 ans. Donc, au-delà de 6 ans et demi, 7 ans, vous avez malheureusement beaucoup de malchance pour cet enfant pour qu'il développe un langage fluide. Il peut développer des mots, des phrases à 2 mots, mais si vous le recevez au-delà de 6 ans et demi, sachez que c'est un mauvais pronostic. C'est un enfant qui va garder de graves troubles de langage et par conséquence d'apprentissage aussi. Ça, il faut l'expliquer aux parents parce qu'ils investissent beaucoup à l'âge de 7 ans, 8 ans dans l'orthophonie psychomotricité. Ils ne trouvent pas de résultats. Et donc, ce sont des parents nomades qui vont partir chez ce médecin, chez l'autre orthophoniste, alors que le problème, il est dans le développement du cerveau. Donc, comment gérer ces situations? Ce qui est capital, à mon avis, c'est d'identifier les compétences en communication verbale et non verbale, c'est-à-dire ce que l'enfant, il ne parle pas seulement, mais ou il ne parle pas, il n'interagit pas, il ne regarde pas dans les yeux, il ne pointe pas, c'est-à-dire par la main, il ne va pas vers l'adulte pour explorer. Non pas seulement l'absence du langage qui inquiète, mais aussi est-ce que ça entre dans le registre des interactions sociales qui sont touchées. Parfois des enfants qui ne parlent pas, mais ils ont des capacités de communication non verbale qui sont très développées. Et ça, c'est un élément de meilleur pronostic. Explorer la place du langage dans la dynamique familiale. Est-ce que c'est une famille où c'est permis de parler, donc ça parle, ou ça ne parle pas? On réprime l'enfant. Ça se coûte. Donc là, lorsqu'il est réprimé, comment on veut que cet enfant s'exprime justement? Préciser là où les langues qui sont parlées dans l'interaction familiale, apprécier le retentissement sur le plan affectif chez l'enfant, ce qui est un retentissement scolaire et aussi familial, parce que lorsque les parents ils sont épuisés, ce n'est pas très rassurant. Vous allez faire votre examen somatique, vous le savez, vous pouvez demander une consultation ORL avec un examen visuel. Et j'ai mis ici un avis génétique parce qu'il y a certains syndromes génétiques qui s'accompagnent de troubles de langage, on va le voir sur la diapo qui suit. Le bilan orthophonique est capital, ça va vous donner des idées sur les compétences linguistiques orales et écrites. Le bilan psychomoteur, il est aussi capital, et donc ça donne une notion sur la qualité de développement. Est-ce que cet enfant, il est juste arrêté au niveau du langage, ou il y a un autre registre de développement qui est touché? Et puis, l'évaluation pédopsychiatrique psychologique n'est pas systématique et standard. Ça dépend de la situation. Peut vous donner des informations sur ses capacités d'intelligence, sur la dimension psycho-affective et sur les fonctions attentionnelles et autres. Donc, quelles sont les principales causes? Je pense que vous les connaissez. Soit c'est en rapport avec le langage tout court. Et donc, c'est la fonction du langage qui est touchée. Il articule mal, ou il bégaye, il a un retard de parole, ou complètement un retard de langage, ou les trois. Soit c'est plutôt plus profond, c'est ce qu'on appelle la dysphasie. Maintenant, ça s'appelle le trouble spécifique du langage oral. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de dysphasie? La dysphasie, c'est un trouble de langage qui est très profond, qui va toucher aussi bien l'expression du langage que la compréhension du langage. Et c'est un trouble de neurodéveloppement, c'est-à-dire à partir du développement du cerveau. Donc c'est quelque chose de très profond, de durable et de persistant, et il est de pronostic péjoratif. Là, on va le... Il associe 2 composantes, l'aphasie et la dysarthrie. Et l'aphasie, donc c'est vraiment au niveau de la conception de... Absolument. Soit c'est tout ce qui est réceptif, c'est l'expression. Donc la dysprasie, c'est un peu l'association des... Oui, complètement. Et ça devient de plus en plus fréquent dans les consultations, figurez-vous. C'est un trouble de compréhension et d'expression. Les deux. Et c'est très profond. Vous allez faire toute l'orthophonie nécessaire, qui est un diagnostic très difficile. C'est un diagnostic qui se fait en milieu spécialisé, en l'occurrence dans des unités de pédopsychiatrie avec des échelles. On fait le bilan orthophonique, on fait des échelles un peu spécifiques, on fait l'observation de l'enfant et elle prête à confusion avec l'autisme aussi. Pour ne pas vous mettre pour ne pas vous pourrir l'esprit, il faut savoir que lorsque je vais faire de l'orthophonie pour un retard d'articulation et que l'orthophonie il est bien faite en termes de compétences du thérapeute, en termes de régularité de suivi, que ça ne marche pas, point d'interrogation. Est-ce que je ne suis pas dans une dysphasie? Puis,
si ce n'est pas le langage, ben, il y a les causes somatiques que vous éliminez en premier, je le sais. Il y a les troubles de l'audition, il y a les syndromes épileptiques comme le syndrome de Landau, il y a une régression, une perte des capacités langagières parallèlement à l'épilepsie, la déficience intellectuelle et certaines maladies génétiques comme le syndrome d'Angelman et l'exphrasile. De l'autre côté, en psychiatrie, il y a bien sûr le trouble de spectre autistique qu'il faut interpeller. Est-ce que ce n'est pas un trouble du spectre autistique? La déficience intellectuelle revient chez nous aussi comme les maladies somatiques. La dépression de l'enfant, vous l'avez dit, et les troubles anxieux sévères comme le mutisme sélectif, c'est-à-dire que l'enfant, il va parler dans un milieu, il ne va pas parler dans l'autre. Il va parler à la maison, mais il ne va pas parler à l'école, par exemple, en présence d'un étranger. Et le trouble anxiété sociale, c'est-à-dire anciennement appelé phobie sociale, lorsque l'enfant ne peut pas aborder l'autre complètement. Quelques points de repère pour vous repérer un peu dans tout ce schéma de trouble de langage. Si le retard il est homogène, il s'améliore avec la prise en charge, vous êtes dans le trouble fonctionnel, le tout ce qui était vers la gauche. Si le langage il régresse, il faut rechercher est-ce qu'il n'y a pas des causes somatiques, épileptiques, neurologiques ou métaboliques ou génétiques. Si le déficit est sévère, il n'est pas sensible aux aménagements, un trouble de neurodéveloppement, en l'occurrence trouble du spectre autistique, déficience intellectuelle et la dysphasie. Donc la prise en charge, qu'est-ce que vous pouvez faire auprès des parents? Donc vous allez valoriser, conseiller et orienter. Donc, pour valoriser, il faut... Ça ne marche plus, je pense que je vais un peu parler plus fort. Donc pour valoriser, il faut questionner les détails de temps des échanges entre les parents et l'enfant, et donc la qualité plus que la quantité. Ce n'est pas le fait que le parent est 24 heures sur 24 avec l'enfant que les échanges se font bien. Il peut être, et surtout ça, c'est la question des mamans qui travaillent actuellement, ils me disent que je suis à la maison. Merci. Que je suis à la maison en fin de journée. Je le récupère, je suis avec lui 2 heures, 3 heures, puis il part de remercier. Si vous interagissez avec lui sur 1 heure de bonne qualité, c'est-à-dire vous jouez avec lui, il y a du plaisir, il y a de la sécurité, et vous le positionnez comme interlocuteur, et vous lui donnez un bain de langage convenable, ben c'est complètement suffisant. 1 heure sur les 24 heures, elle est suffisante, mais vous êtes complètement à lui. Il n'est pas livré à quelque chose. Ou peut-être vous allez jouer avec lui, ou regarder quelque chose, ou chanter. Valoriser les compétences parentales et la nécessité de stimulation. Donc, vous allez explorer ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la manque de stimulation. Il faut gratifier les acquis des enfants. Il faut savoir qu'on est devant un enfant en développement et tous les petits acquis, ils ont de la valeur. Donc, il faut gratifier ce qu'il a acquis de séance en séance pour qu'il puisse progresser, sinon il va se bloquer. Lorsqu'il est à l'école, il faut contacter l'école et leur expliquer on est sur quel diagnostic pour qu'il ne soit pas rejeté et donc on ne sera pas dans les conséquences sociales ou la conséquence des apprentissages. Bien sûr, vous allez indiquer l'orthophonie et la psychomotricité et le suivi développemental et les capitales. Maintenant, la grande question, limiter l'exposition aux écrans. Donc l'écran, c'est l'entendant les coupables. Et les coupables de tout. L'exposition des écrans chez les enfants, il ne l'est pas. Je vais vous dire pourquoi. Donc laisser un enfant moins de 3 ans plus de 4 heures par jour devant un écran, il correspond à une situation d'abandon qui est capable de générer des troubles de développement et de troubles de langage lorsque vous allez l'abandonner tout seul. Il n'y a pas de causalité à effet. Il va être devant les écrans. Abandonné, oui. Mais si on interagit avec lui, on regarde avec lui, l'adulte il l'accompagne, puisqu'on est dans une ère des écrans, on ne le produit pas. Et la réalité parentale, on est une autre de ce que nous disons en consultation. Arrêtez la télé, faire la télé, qui les parents libèrent complètement. Il y a ceux qui se sont procurés les Nokia, le smartphone. Chaque foyer a au minimum 5 à 6 écrans. Entre les télés de la maison, 2 ou 3, on sait très bien que la culture marocaine, chaque 8, ça fait une télé. Il y a les smartphones, il y a les smartwatches, et il y a les tablettes. Et donc, comment une ère de connexion, on va priver cette génération des écrans. Donc il n'y a pas de causalité liée à effet, mais il y a une causalité par rapport à l'abandon de l'enfant lorsque l'interlocuteur, le seul interlocuteur est la télé, par exemple. C'est là où il y a la difficulté. Et ça, c'est pas ce que je dis moi. Donc là,
c'est étiqueté et acté par trois choses. L'OMS, dans ses lignes directrices sur la santé physique, activité, sédentarité et sommeil chez les enfants de moins de 5 ans, il a indiqué que la phase dangereuse, c'est moins d'1 an. Là, il ne faut pas qu'il y ait une exposition, complètement. Avant, on parlait de 3 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut bannir avant 3 ans. Maintenant, c'est bannir avant 1 an. L'American Academy of Pediatrics, il ajoute un peu les 6 mois pour parler de 18 mois d'âge. Et le dernier rapport de l'ANSERM en février 2022 dit que l'exposition prolongée aux écrans peut avoir des effets délétères sur le développement de langage et la concentration, mais il va l'acquitter par rapport aux troubles du spectre autistique. Ce que je dis aux parents, parce que c'est une question qui est très fréquente, on va placer 3 enfants devant le même écran. Il y en a un qui n'aura aucun problème, celui qui va développer un retard de langage et celui qui va développer un autisme. On va déculpabiliser un peu les mamans parce que les papas, et ça arrive dans les consultations à la scène familiale. Maintenant, il faut leur expliquer que parce que l'enfant naît avec une vulnérabilité. Celui qui est condamné à être autiste, il va l'être. On va interagir pour que ça soit léger, pour qu'il peut être adapté. L'autisme maintenant, et je vais en revenir lorsqu'on va parler d'autisme, est un trouble de neurodéveloppement, c'est-à-dire quelque chose dans le cerveau qui ne marche pas. Ce n'est pas la dépression de la maman, ce n'est pas le manque de stimulation, ce n'est pas la négligence. Ce sont des facteurs aggravants, mais l'enfant il naît avec une vulnérabilité. Ce discours déculpabilise les mamans. Il fait qu'ils vont adhérer plus au suivi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on passe à la deuxième situation? Vous me suivez, je ne vous perds pas. Non. La question de l'Oula, il y a. C'est très riche déjà, c'est très riche donc au niveau de du diagnostic, au niveau de la prise en charge multidisciplinaire. Justement, la prise en charge multidisciplinaire, quelquefois, on est vraiment seul. Oui. Le médecin, je ne parle pas que du pédiatre, mais on est seul devant un cas où on ne peut pas avoir ni les moyens, ni l'interlocuteur, quelquefois c'est vrai, c'est très très délicat. Alors pour les parents eux-mêmes, s'ils se trouvent dans un patelin, tout seul, le point tani, vis-à-vis des écrans, parce que j'en ai parlé dans le donc je reviens. La famille avec les écrans, alors ils vont vraiment, à la limite, même si on leur dit, alors il faut interagir, ou dire des dessins animés ou telle activité, là ils ne le font pas. Alors l'enfant, il est quelquefois abandonné devant. Il faut les arrêter, mais il faut vraiment faire peur aux gens pour dramatiser quelquefois, voir de la façon, pour qu'ils sachent bien la réalité scientifique et médicale est une chose, le contexte de travail c'est une autre. Donc c'est à vous de voir. Le profil Jelida, vous avez vraiment des difficultés par rapport à ça, je pense. C'est pas comme les autres. Je n'ai pas exercé malheureusement pour la région de Jelida. J'étais trop de voix Casablanca et Barchi, donc je ne connais pas très bien comment est la patientèle de la ville, de votre ville. Mais ce que vous dites, Dr. Brel, est complètement vrai. Il faut se construire un réseau autour de soi, soit par compétence, soit vous allez repérer des praticiens par affinité ou là par proximité. Donc vous allez avoir des adresses, l'orthophoniste qui est à l'hôpital ou là qui est le privé, le psychomotricien, vous allez constituer votre propre réseau. On travaille tous comme ça. Donc ça c'est un. Deuxièmement, pour les familles qui sont démunies, ça c'est une grande problématique. Et c'est vrai qu'on va prescrire l'orthophonie et la psychomotricité, rien ne se fait. Et finalement, on ne fait que, ça arrive en consultation chez moi par exemple aussi, c'est qu'est-ce qu'on continue à faire? On va pousser un peu les choses plus que la prise en charge. On est dans un élan de protection de l'enfant. Il faut le minimum ما تكونش la maltraitance ما تضربيه ما تقسيه ما تربطيه ما تخليه بوحده ما تابوندونيه ما والو ما دير l'orthophoniste بلاش. S'il a des symptômes qui arrivent, comme les troubles de comportement, les troubles de sommeil, on essaye de prescrire quelque chose de l'ordre de médicaments, même si la prescription n'est pas très bien, n'est pas une bonne chose, mais parfois, pour protéger l'enfant, on va prescrire. Maintenant, tout ce qui est trajectoire développementale, on le sait très bien. L'enfant, il a l'orthophonie, il a
Donc il faut être clair avec les parents et leur dire. Je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais par exemple, Marrakech, les gens viennent Marrakech, ils veulent, en général, ils veulent des choses à l'hôpital. Et donc lorsqu'on leur dit que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de rendez-vous, parce qu'il y a une pénurie de l'exercice, ils se mobilisent quelque part, mais qu'il y a un pronostic grave. Madame, tu fais شو عندك عامين شوفي ملي غادي يكبر 16 عام وغادي يولي جسمه كبير ولا الكومبورتمون ديالو ديال واحد ديال 23 سنين واش غادي تقدري عليه واش غتقدري انت ما يقراش ما يخدمش ما يتزوجش ما يانتيغريش. Effectivement, on revient donc à la dramatisation de la chose pour pouvoir arriver à un... Il faut extrapoler les parents vers l'avenir qui est difficile pour l'enfant pour qu'il puisse se mobiliser. Et il y a des familles qui ne se mobilisent pas parce que même là c'est tout un débat. Là, soit intellectuellement, quelquefois les gens sont... Oui. Et il y a même des parents pour lesquels كتقول لهم خصك تهضر مع l'enfant كتجي bizarre. نقول لك ابقى انا كندوي معاه يا لا نقول لها هذه مطيشه مدوره حمراء هذه ما مسالياش لي على هذا الشيء باش نديروا ليه. Les enfants qui ont un retard de langage, mais par exemple quand tu as يصيروا الشلحة والعربية et on ne sait plus, toujours ils posent la question واش دابا نبقاو نهضروا معاه لي دو ولا لو طون يبدا يترجم ولا لي جون دابا ولاو عزيزين يهضروا اونجلي مع الدراري الدراري معطل هو اصلا معطل هما يهضروا معاه اونجلي. Donc est-ce qu'on leur conseille de rester sur l'unilinguisme ou là on les laisse زعما غير كومبليت اون ليستيم. هذه الاولى. ثانيا on nous demande tout le temps le nombre de séances. Si c'est pour l'orthophonie, c'est واش حنديروا ليه par semaine. Mais sincèrement on n'a aucun repère. Même si زعما on fait 2 3 زعما غير اجتهاد ما نديروش زعما on n'a aucune rien زعما والو. Il y a pas un repère. C'est juste par habitude صافي تدير هذا جوج هذا على حساب زعما كنتي يبان لك الولد. Moi ce que je leur dis, je répète tort mais زعما دابا تنسولك quand je vois que vraiment l'enfant est très en retard, je leur dis داكشي اللي غتخسروه في عام خسروه في 6 شهور وديروا tous les jours. La stimulation tous les jours c'est mieux que نهاريا نهار لا هلا خصك ما كانش هادشي اللي غتمشي. Je ne sais pas, Donc j'ai deux questions. La première, je vais vous classer les choses. La langue la plus facile sur le côté syntaxe, prononciation, intégration et conjugaison est l'anglais. C'est pourquoi pour des enfants les autistes, c'est l'anglais. L'enfant a un retard de langage, je vois qu'il prononce des mots. Donc ça c'est la plus facile. Ce n'est pas une intelligence de l'enfant, c'est le côté vocabulaire et syntaxe. Donc il y a l'anglais, puis après il y a le français les plus faciles, l'arabe il est compliqué, le berbère il est le plus compliqué. Donc est-ce que, comme j'ai dit, avant 4 ans, il peut apprendre les 4 comme il peut apprendre les 6, mais à condition qu'il y ait un interlocuteur, parce que l'enfant doit avoir des repères dans son développement. Donc il a qu'un le père, par exemple, qui est déjà au moment de la maman قدام l'enfant bien sûr, et le père نهضر بالدارجة, et les deux ils vont mettre des mots sur le même objet. L'intérêt c'est que هذاك le langage soit علاش, justement parce que ils peuvent parler que بشلحة, on a aucun souci par rapport à ça, mais l'enfant il va partir à l'école ويكون solitaire ولا avec un كنقراو بالدارجة, on peut le veuille ou pas, كنقراو بالدارجة المغربية, البروف كيشرح بالدارجة, l'institutrice غتهضر مع بالدارجة. Donc l'enfant lorsqu'il va acquérir qu'une seule langue, ils vont préférer le berbère parce que c'est une famille berbère, ça va être difficile. Pour leur dire que بداو à 3 ans, 4 ans, mais sachez qu'à partir de 4 ans, pour le préparer le scolaire, il faut qu'il y ait le dialecte marocain. Ça c'est la première, je pense que j'ai répondu pas complètement. Oui. La deuxième c'est le nombre de séances. Alors, ce qui est conseillé pour les moins de 4 ans, que ça soit 2 à 3 maximum par semaine. Orthophonie, psychomotricité confondue. Ce n'est pas une kinésithérapie. Ce n'est pas quelque chose de musculaire ou d'osseux sur lequel je vais constituer une force. Le cerveau de l'enfant, avant 5 ans, il a des capacités, il bloque. Et l'expérience dit qu'il y a des parents qui font ça de leur propre initiative. Qui connaissent l'hôpital ou un centre de l'État, et il a de l'argent qui est chez le privé. Donc il fait 3 séances ou justement, ou la date 3, donc c'est pour accélérer les choses. L'enfant n'est pas complètement développé. Donc l'enfant il est en cours de développement. Ce n'est pas parce qu'on a un maximum d'informations qu'il va la retenir. À un certain moment, les capacités d'Yellow il bloque. Et ce dont il a besoin aujourd'hui, peut-être qu'il n'en aura pas besoin demain. Et donc il a dit allez 3 mois, je ne vais pas l'aider. Condenser qu'au chiffre 3 mois. Parce que les mois comptent chez les enfants.
je ne sais pas, faites le calcul, à partir de 20 ans, بحال 20 ans, بحال 21, on monte de développement, بحال 30, بحال 40, à part les maladies. Chez l'enfant, ملي كيكون في un mois, vous êtes mieux que moi, ماشي هو 2 mois, ماشي هو 6 mois, ماشي هو 1 an. Et donc l'orthophonie et la psychomotricité doit être la plus longue possible. Minimum 6 mois. Grand maximum 2 ans. Parfois pour des cas compliqués, à l'adolescence. Donc, ce n'est pas le fait qu'on va condenser pour la période et atteindre de bons résultats. Parfois, ça donne le sens inverse. L'enfant, il est bloqué, il ne peut rien retenir. Ça fait qu'il les comprend et il stagne. Parce qu'il a besoin de repos. Au radit, tu repos parce que ça ne marche pas. Radit 2 mois, vous allez le mettre sous orthophonie psychomotrice. Donc, conseillez 2 fois par semaine, c'est la moyenne. 3 fois s'ils peuvent, c'est très bien. S'ils ne peuvent pas, minimum 1 fois par semaine, c'est bien. 1 fois tous les 15 jours, c'est très espacé. Là, vraiment, l'enfant ne retient absolument rien parce que les enfants, ils ont tendance à oublier. Les cas de boulot, les mois qui ne donc il va retenir entre les séances régies 4 semaines ou d'ici 15 jours, il ne va rien retenir. Il y aura 3 billes la psychomotricité. Ça, c'est l'idéal. Oui. Par exemple, s'il a un retard de langage, une seule séance de psychomotricité suffit avec 2 séances d'orthophonie. Si le contraire a un problème de psychomotricité, vous allez mettre la psychomotricité, vous allez favoriser le langage oral une fois. Avant 4 ans, vous avez dit. S'il est au-delà de 4 ans. Au-delà de 4 ans, vous pouvez augmenter les séances parce que vous allez augmenter les objectifs. Les scolaires, donc le langage oral, le langage écrit, le graphisme. Donc l'orthophonisme ne va pas travailler un seul objectif. Et l'enfant, il a des capacités à intérioriser l'information plus. Parfois, des enfants dyslexiques, on va en parler de la dyslexie. Vous connaissez la dyslexie, j'ai comme d'habitude. Et donc la dyslexie, c'est la difficulté d'acquérir le langage écrit, qu'elle soit écrit ou écrit graphique. Et donc là, vous pouvez, chez les enfants scolarisés ou l'adolescent, même conseiller 4 fois le début. C'est ce qu'on appelle la phase de il y a une phase de commencement, j'ai oublié le nom, puis ensuite il y a une phase de maintien, une phase de consolidation. Donc, une phase où vous allez maximiser les choses, vous pouvez aller jusqu'à 4 séances d'orthophonie. Puis après de maintien, vous pouvez garder 2. Puis de consolidation, c'est-à-dire que l'enfant il a pris le parcours scolaire dialogue tous les 15 jours. Oui. Le bégaiement est aussi un motif fréquent de consultation. Et les parents s'engagent de voir qu'ils engagent plus dans le bégaiement que puisqu'il peut cacher des silences chez l'enfant. Est-ce qu'on peut orienter l'enfant d'abord chez le pédopsychiatre ou l'orthophoniste? Les bégaiements, ce sont des enfants qui arrivent en consultation pédopsychiatrique en premier alors qu'ils ne doivent pas l'être. Le bégaiement, c'est quelque chose de diagnostic qui est très facile puisque c'est l'enfant qui d'un combat, il va bégayer. C'est le diagnostic que j'y vais généralement on les corps qui vont la fiche de référence et vous pouvez le voir. Donc le diagnostic n'est pas la question. Maintenant, la prise en charge n'est pas une prise en charge de pédopsychiatre. La prise en charge est complètement orthophonique. Les exercices de respiration, l'expression, comment je vais articuler l'information marine, articulaire et je vais la dire. Et puis, le problème, pourquoi j'ai dit que c'est capital, c'est que ce sont des enfants généralement qui vont se sentir différents, ou là qui vont être harcelés à l'école, ou qui vont refuser d'aller à l'école, ou qui vont ressembler à quelqu'un qui n'a pas eu un parcours scolaire de la famille. Donc on va les comparer. Et en plus, on a l'urgence de parler, et donc l'enfant il se bloque. Sur le bégaiement va se greffer des troubles psychiatriques, l'anxiété ou la dépression. Donc, vous savez que le prise en charge, c'est bien l'orthophoniste. Et moi, pédiatre, je vais être le chef d'orchestre. Je vais les séances, je vais évaluer est-ce que ça va avec l'orthophoniste ou pas. Mais l'essentiel de savoir est-ce que ça se complique avec des angoisses. Il fait des cauchemars, l'énurise il reprend, même qu'il brille chez l'école, il est tout le temps triste, il ne joue pas. Et donc là, grand point d'interrogation. C'est des choses, l'imagerie pathologique à 100% que vous pouvez débloquer en disant les parents par exemple donc il faut le regarder dans les yeux, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que tu as compris, il peut exprimer ça par des gestes, donc vous allez faire de la guidance parentale. Si les choses dépassent les parents, ben là il faut envoyer chez le pédopsychiatre parce qu'il faut asseoir quelque chose de l'ordre de terrain. Généralement, c'est des enfants qui parlent correctement et puis un jour ils commencent à c'est la situation la plus fréquente et généralement vous allez trouver soit qu'ils ont des antécédents
familiaux, donc ça se reproduit, il y a quelque chose d'héréditaire, soit c'est en rapport avec les phases de transition développementale. Le CP, c'est une phase de transition, c'est un nouveau monde. Je vais m'ouvrir à le primaire. Soit c'est plutôt, je vais passer de la petite enfance, la grande enfance, c'est-à-dire aux alentours d'il y a 9 ans, 8 ans, soit c'est plutôt l'adolescence. Et donc il y aura des phases de transition, soit ça, soit qu'il y a un événement. Et si ça coïncide avec un événement là, quelque chose de l'ordre de la transition développementale, c'est généralement bon pronostic parce que vous allez agir à des facteurs, ça va marcher. Là, vous voulez carrément il y a un substratum organique, bien sûr. Il y a quelque chose de génétique, bien sûr. Mais il y a un facteur qui a déclenché. Si on agit avec le facteur, vous allez arranger la situation. D'accord. Toujours en rapport avec le bégaiement, en phase d'explosion linguistique chez l'enfant vers l'âge de 3 ans, on dit que le bégaiement il est plus ou moins physiologique. On peut attendre, on peut aller de 5 à 6 mois, laisser l'enfant tranquille sans aucune rééducation pour voir les choses comment elles évoluent. Est-ce que c'est vrai cette notion d'explosion linguistique et bégaiement? Le lien entre les deux et ça peut... Vous voulez ma réponse? Il n'y a pas de mal à envoyer chez l'orthophoniste et le psychomotricien parce que le bégaiement justement peut être, je ne voulais pas entrer dans des choses qui sont très compliquées aujourd'hui, mais le bégaiement peut être un stade précoce de quelque chose qui va venir plus tard. Et donc il faut savoir le niveau langagier de l'enfant, ne serait-ce que faire un bilan orthophonique pour savoir que c'est un bégaiement simple, il n'y a rien derrière. Il y a trouble graphique, il y a un retard profond dans le langage, mais il ne va rien me faire. Et donc, envoyez quand même chez l'orthophoniste, ne serait-ce pour qu'un bilan, pour voir. Pourquoi tu as un enfant qui ne bégaye qu'à l'école? Maman, tu es dans il y a quelque chose de l'ordre du social. La consultation, c'est dans le stress. Le تقول لك راه المعلمات حتى ولا حتى الورقه المعلمات تسولوا انتينا تبقى يا rien du tout زعما تقول دابا كي كخوا. C'est déjà très bien parce que ça donne une idée sur l'approche, votre approche par les enfants. Donc il est rassuré. Les baptistes, ça parce que les enfants, s'ils ne sont pas rassurés, ils ne vont pas parler. Donc il y a quelque chose qui se passe, qui bloque. Oui. Je pense qu'il y a une notion très importante, il y a la notion de l'effet de dose. C'est-à-dire, quand la durée d'exposition, c'est comme des effets délétères. Je pense que c'est accepté par la plupart des auteurs, c'est 2 heures. 1 heure pour les tout petits. À partir de 1 an, 18 mois, ça, on peut accepter 1 heure. Oui. Là, les effets indésirables, ils commencent à apparaître à partir de 2 heures d'exposition. C'est la recommandation de avant 2 ans, pas d'écran, après 2 ans, 45 minutes accompagnées. Mais je pense que c'est prouvé déjà scientifiquement que le seuil des effets délétères, c'est à partir de 2 heures d'exposition. Accompagné ou non? Oui, peut-être. Mais je peux pas vous donner une référence sûre par rapport à le délai exactement, mais qui va quantifier l'heure au plaquage? C'est ça la question. Est-ce qu'on quantifie finalement l'heure? Je quantifie l'heure, c'est mieux d'interagir avec l'enfant avec ça. On va programmer sur par exemple bien samedi ou le dimanche, on va regarder ensemble le dessin animé. Et où est le dessin animé? C'est comme ce que je vous ai dit par rapport aux mamans qui travaillent, ce n'est pas la quantité qui est importante, mais c'est la qualité. Mais là, cette notion-là, je ne suis pas, je peux vous répondre ultérieurement, mais je ne suis pas complètement sûre de l'indiquer les 2 heures. Il y a parfois aussi la situation rigolote comme les parents, c'est que تقولي ما كيديش ما تيديش في لا تيلي مشغوله هو كيلعب طوبيون حتى لي جوي تما هو راه كيسمع غير لا شونسون تينوض ملي كيسمع الاذان وكيسمع شي بوبليسيتي زيد عليه عيشه ولا كومونس ا شونطوني افيك ومن بعد كيعاود يرجع. Donc l'écran il peut être un stimulateur. Pourquoi j'ai dit qu'il était longtemps condamné coupable? Parce qu'on peut profiter de la présence des écrans pour justement le développement bénéfique des enfants. Sinon, on va nous dire واحد l'air قديمه اللي ما بقاتش ما غاديش تصلح. Vous allez conseiller, je vous dis ça parce que je ne sais pas ce que ça vous arrive, mais quand vous conseillez les parents حاجه كتخرجوا شي كافي ولا ريستورون كتشوفوا الباسيون ديالك اللي شنو كيدير. Donc ça n'a rien à voir, انا قلت لي هاد السيمانه في الكونسلطاسيون. Donc c'est plus fort que surtout في الماكله دابا لي ماما ما تيقدوش على الدراري تقول لك راه ما عندي كي ندير راه بغيتو ياكل خصو يتفرج زعما بوغ elle c'est une
on a mis في la salle d'attente ديال la pédopsychiatrie في CHU واحد le signe قدو قداش ديال pas de téléphone pas d'écran في la salle d'attente كاع لي زونفون اللي كيجيو هنا بغيتو غير يثبت الطبيب بالنسبه للدمرات توصلوا له ساعه كان تيلعب مع داك خليه يلعب تما فين غادي تشوفوا فين كاين المشكل. Et alors on est maintenant مع la psychiatrie adulte mais عندنا واحد لاكوي ديالنا تو سامبل اللي فيه لاكسي للجاردان دونك ليسيلو جوي علاش غتعطيه هذيك نوضي لعبي معاه شوفوا نيت حنا ما نشرجوش شنو كديري اون كاشي اسكو vous stimulez l'enfant ou vous le stimulez pas. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Donc l'enfant qui se pose là je dois arrêter de لي زونفون العكس اللي تيجيب لك الله تيهضر بلا قياس ماشي العكس اللي عندنا يعني اسكو سي ان بروبليم اوسي دو لونغاج يعني tu le trouves il parle trop bien pour son âge. Ça, s'il parle trop bien pour son âge, un langage adulte fort, il faut voir avec qui il vit. Parfois, مع جدة كيجي صغير تيقول لك شي هضره ديال جداوات. لا هذا دابا il switch du français à l'anglais بحال السلامه فهمتي C'est très bien, ça c'est très bien. C'est-à-dire que une certaine flexibilité. Une flexibilité cérébrale de manier. زعما c'était trop parfait فهمتي switcher في سرسر بالفرنسية والانجليزية. لا انا جو يقول لي سي باسي اكزاكتومون كنت كونتي جوسكا 10 قال لك بابا تيبغي يحسب بالونجلي قلنا له ما كاين باس تنحسبوا حتى 10 ساعه لو 1 2 3 وصلت انا ل 8 قلت له كمل هو يقول لي 9 10 il est passé tout de suite Il est intelligent. عنده la représentation dans sa tête. Oui, absolument. Il est parti sur une autre langue qu'il maîtrise plus. فهمتي يعني tout de suite تبع وكمل طيب ماشي Asperger. Là, si vous avez... On va parler de l'autisme, vous allez peut-être voir plus clair. L'autisme, ce n'est pas le langage qui dérange, c'est l'interaction. L'interaction, il y a tawassul. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des dérangeants. C'est l'interaction. Je vais vous dire, je vais des critères nouveaux de l'autisme. Ce n'est plus parce qu'on a un langage qui est là. C'est vraiment qu'il y a يتواصل معايا لا بعينيه لا بالسورير لا يفهمني لا يوصل لي المشاعر ديالو لا نوصل المشاعر ديالي لا سيتوياسيون سوسيال بور لوي كاملها ça n'a aucun sens et donc il va s'isoler dans son monde. Je sais que le fil est très fin ما بيناتهم. J'ai eu un cas de mutisme sélectif زعما كان زويون parce que certainement avec les vidéos من l'école et tout وeffectivement من يدخل الكابيني زيرو مو ما بغاش يهضر حتى وصل الباب هو خارج بحالاتو ويقول لي اوفر دكتور قلت له ماما صراتو من الاول. Dans le mutisme sélectif, même si on n'a pas parlé longuement de mutisme sélectif, il y a deux choses à chercher. Un, la maltraitance, quel que soit le type physique, même sexuel, ou la verbale qui se passe dans le milieu de vie d'un enfant, donc le silence dit beaucoup de choses sur l'enfant. Le non-dit de l'enfant dit beaucoup de choses. Donc ça c'est un. Je ne sais pas comment vous êtes avec les parents, les patients, mais les psychiatres, donc on peut poser des tabous, poser n'importe quelle question et on peut vérifier le concierge, on se permet toutes les questions. Donc là, la maltraitance. La deuxième des choses, le mutisme sélectif, c'est un grand chapitre de la psychiatrie. Les filles les pathologies. C'est un terme transnosographique, c'est-à-dire qu'il existe dans plusieurs âges. Il y a une dépression, il y a un trouble anxieux, finalement, un enfant qui a du mal à être en situation sociale. Donc, est-ce qu'il y a de l'anxiété ou est-ce qu'il y a de la maltraitance? Mais surtout la maltraitance en enfant. Parce que l'anxiété, il y a pas sexe واحد الوقت ولكن غادي يبان في الليل اللي ما غينعش مزيان غيبان ملي غادي يبغي ينوض يدير شي حاجه ولا با يديبون دو سا مامون دونك l'anxiété غتبان mais surtout la maltraitance. Merci. Et le fait, je vous en prie, et le fait qu'il retourne chez Boulik-Bislama, je reprends la même chose, c'est que l'approche elle est rationnelle. C'est-à-dire il a trouvé ses repères, avec le moment où il a trouvé les repères de la sécurité pour parler avec l'adulte. Donc il y a une sécurité quelque part qui n'est pas établie. On passe l'enfant qui... Donc la deuxième vignette clinique, c'est une fille que j'ai, les noms je les ai changés pour des raisons éthiques, donc vous comprenez.
Chahd est âgé de 4 ans, 6 mois, il est reçu en consultation pour des crises de colère fréquentes. Donc il s'énerve beaucoup, il se pose beaucoup à sa maman, et la maman elle est épuisée. Parce que Chahd, il dit non pour tout et n'importe quoi. Et cela dure depuis 1 an, et il a Benjamin d'une fratrie de 2. Et les rebelles est difficile à gérer, et même les maîtresses, ils commencent à être désemparés, donc ils ne partent plus à la maternelle. Le couple parental commence à souffrir, il est mis à l'épreuve, puisque le père qui devient nerveux et tolère peu cet enfer familial, et les médecins urgentistes, et les journées les ça devient un calvaire. Donc il y a des choses qui donc la fille profite de le conflit pour mettre encore plus l'huile sur la flamme. Et donc il ouvre et ferme la porte, même le contact avec le médecin, il n'apparaît pas avoir des limites avec l'enfant. Il va s'identifier par l'opposition. Donc ce n'est pas un nom qui est dit seulement, mais c'est un nom qui est fait aussi. Donc les limites et je vais regarder qu'est-ce que je peux faire. Donc il évalue la réaction, comment il est. Il refuse de parler, donc c'est un non autrefois pour le médecin. Je ne parle pas avec, je ne dessine pas, il lance tout le matériel qu'on va lui donner par terre. Néanmoins, il est en bonne santé, donc il n'y a rien à craindre de ce côté. Par ailleurs, la mère, elle a quitté son travail depuis 2 ans pour s'occuper de son foyer et ses enfants. Le père, lui, est absorbé par son travail. Donc j'ai mis ici individuation mal aménagée, ça c'est un mot un peu psychiatrique, c'est-à-dire que c'est un enfant, on va le voir dans la théorie, c'est un enfant qui n'a pas pu accéder le non parental. Il n'y a pas de limite. Il y a une autorité, il y a le père paternel qui n'est pas là, et c'est normalement c'est vous, messieurs, qui actez le non. Les femmes, les mamans ou de l'autorité maternelle, soit parce qu'il y a et donc il va être dans le chantage, il va être dans le compromis, ou là complètement, il va responsabiliser l'enfant. Alors l'enfant, il n'est pas à être responsable. Alors, ça, c'est pas... Donc, les mamans sont très déficientes, quel que soit le niveau intellectuel ou la psychique, c'est très mal d'acter l'autorité. Et s'ils actent l'autorité, il faut se poser des questions sur la personnalité d'elle. Donc il faut voir qu'est-ce qui se passe du côté de la femme, qui prend chouïa à l'autorité paternelle. Mais c'est les papas qui viennent faire le tiers. C'est ce qu'on appelle le tiers. C'est que entre 0 et 2 ans, on appelle nous le couple, on parle de couple, mère-bébé, c'est-à-dire qu'il y a une diade, une fusion complète. La maman, il dédie 2 ans de sa vie, même si ce n'est pas complètement vrai, mais psychiquement, de l'enfant, et l'enfant, il dépend complètement de la maman. À 3 ans, justement, il fait à l'émergence le nom, entre 2 ans et 3 ans, on a besoin d'être père. Le père peut être absent de 0-2 ans. Ils doivent être là. Mais l'enfant ne se structure sur la présence de le père qu'à partir de 2 ans, 3 ans, elle lèche. Parce que si on continue avec la diade, on va être dans la dépendance. Et la dépendance, il va être soit hyper protégé, et donc il chauffe le danger partout. Et donc il va dépendre de sa maman Hachibiki, qui est même Charaïd Dehamar. Futur même les adolescents et les jeunes, soit complètement, il va être le développement d'IEL à l'idée d'IEL, je veux faire les choses, mais qu'il y a le frein derrière moi. Les la maman d'IEL, donc que vient faire symboliquement, tout ça je vous parle du symbolique, que vient faire le père? Il va acter le nom. Et je pense que l'histoire d'Oedipe, il fait la question de l'inceste. C'est-à-dire que le père qui est séparé les narades de couple, vous n'êtes plus un couple, vous êtes une relation, et moi je suis là. Dès que je suis c'est ce que nous allons reproduire par rapport à la société. Il est qu'un baba qui a de l'autorité ou les limites, je vais respecter le policier, le gendarmerie, ou la loi, ou ce qui est fait à l'école. Si le père n'acte pas l'autorité, l'enfant il aura du mal à accepter les limites. Et c'est des enfants qui vont finir la consultation. On va voir la théorie, vous allez voir plus clair, peut-être. Okay. Donc là, le père qui est absent parce qu'il travaille, a mis en mal, et en plus j'ai mis ça pour s'occuper de son foyer, c'était à la demande de le père. Demande bienveillante, un âge je travaille beaucoup. La maman travaillait dans quelque chose le secteur privé, donc il ne travaillait pas beaucoup d'heures, mais pour lui il peut subvenir les besoins. Donc mais occupe-toi des enfants parce que moi j'ai beaucoup de travail. Il a fait ça de façon bienveillante, mais en même temps il n'était pas présent. Les moments où l'intafta actait quelque chose, la symbolique de le père. باش تالمون تهضر عليها يعني غادي تجي تقولها لباباك باباك ne va pas être content. On va demander l'avis de ton papa. La maman elle était livrée les 2 rôles en même temps et la fille elle commence à se poser, il n'y a aucune limite. Radina, le plaisir d'y aller l'opposition.
ce n'est pas pathologique complètement, mais il y a des situations radiochauffées qui sont pathologiques, où il faut traiter, et ça c'est très grave. Donc l'opposition, il faut savoir que c'est une attitude normale de l'enfant, donc c'est une scène qui est répétitive. Et déjà pour rassurer les parents, il faut dire que l'opposition fait partie du développement de l'enfant. Il doit s'opposer normalement. Il y a une étude de Patterson qui est super bien parce qu'il ne caricature pas, mais ils vont exposer la réalité de façon très simple en disant qu'il y a entre un enfant et sa mère un conflit mineur toutes les 3 minutes et un conflit majeur toutes les 3 heures. Donc un enfant et sa maman, ils sont toujours en conflit ou en opposition, ce qui n'est pas pathologique. L'opposition, il permet de construire la personnalité. Les raccourcis dangereux, c'est lorsqu'on va dire avec l'eau de l'empêche. Ce n'est pas question de l'empêche. On va l'exclure, on va le rejeter. Le deuxième, c'est qu'il a un enfant malade. On va venir chez vous avec un chez toi. Ça arrive chez nous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, chez vous, avec nous. Souvent. Mais il est en train de former, de forger sa personnalité. Pourquoi tu n'acceptes pas avec le nom? Il y a des limites. On va voir quand est-ce qu'on va parler du pathologique, c'est-à-dire du maladif. Je commence par l'opposition, qui est tout à fait normale. L'opposition est un passage obligé dans la vie de l'enfant. L'enfant doit passer par l'opposition pour se construire. C'est une étape. Le langage fait 1 mois, 1 an. L'enfant doit se poser aux alentours de 2 ans, 3 ans. Parce qu'il y a un monsieur psychanalyste très fort qui s'appelle Spitz, sur lequel on se base la formation d'Iana, c'est qu'il a individualisé 3 organisateurs de développement psychique. On ne parle pas de personnalité chez l'enfant, mais je vais vous simplifier la chose. L'enfant, dans quelque chose d'équilibré. C'est que le sourire réponse à 3 mois. C'est-à-dire que Radine, j'ai une réponse, donc j'accepte déjà une relation avec. Ce n'est pas le sourire aux anges, les képonas. Je vais sourire parce que tu es ma maman. Je vais sourire parce que tu es mon frère. Donc là, j'acte quelque chose de l'interaction. C'est la première ébauche de l'interaction de l'enfant. La deuxième, c'est la peur de l'étranger à 8 mois. C'est-à-dire que je connais qu'il y a le familier et qu'il y a le non familier. Et le troisième, justement, c'est le non, que l'enfant va acter par le geste et par le mot. Et peut-être vous allez avoir maintenant des souvenirs qui reviennent, dire vos enfants, les كانوا يقولوا لا نهاركلهم ما قالش لهم والو لا 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 اجي تاكل لا ورا في جوع غادي يجي ياكل نفسه يقول ديك لا justement ça تخرج soit qu'il va le dire soit qu'il غيشوف فيكم وغادي يهرب il a acté mais il va revenir après. Donc le non il marque une affirmation de soi et une différenciation intersubjective, c'est-à-dire c'est-à-dire que je me suis positionnée adulte. Une petite attitude qu'il faudra accepter. Ce n'est pas un caprice, donc la scène que vont décrire les parents, c'est qu'il va se mettre en colère pour du tout et de n'importe quoi, il va se rouler par terre parce que vous lui refusez une chose. La réaction elle est excessive chez l'adulte. Pour l'enfant, c'est un drame. Il est sous une véritable tempête émotionnelle. Justement parce que ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. C'est le cerveau émotionnel archaïque qui est suractivé. Les autres régions de l'inhibition, elles ne sont pas encore matures. Et ça prend du temps jusqu'à l'adolescence pour que ça soit mature. Et donc, aux alentours de 3 ans, il va acter que par les émotions de l'enfant. Donc, il va être fatigué, il va s'opposer. Il va avoir faim, il va s'opposer. Il va pas être à l'aise une situation, il va s'opposer. Et il va s'opposer parce qu'il va s'opposer. Donc il est sous quelque chose de l'ordre de la neurobiologie. Et ça, il faut l'expliquer les parents. Parce que la région dit, la préfrontale, c'est ça. Donc ce qui est le cerveau dialogue ne marche que par les émotions. Et donc peut-être il a un besoin. Fait jeu, fait riyad, fait nas, ma hamilch avec la personne les coups d'amour. Donc il faut trouver une signification. Donc soit c'est développemental aux alentours de 3 ans, soit qu'il s'agit d'un besoin. L'opposition est aussi un passage obligé dans la vie des parents. La problématique, la parentalité, c'est-à-dire la capacité à être parent. Les parents, lorsqu'ils vont développer leur attitude de parentalité, ils ont des difficultés à s'adapter l'enfant qui grandit. Lorsque j'ai un enfant de 2 ans, ماشي هو ملي غيكون عنده 5 ans, ماشي هو ملي غادي يولي عنده 10 ans, ماشي هو اللي غيكون adolescent. علاش غنبقى كنربيه بنفس الطريقة؟ علاش غنبقى كنتعامل معاه بنفس الطريقة؟ C'est le modèle de Galinsky des grandes étapes de la parentalité. Très capital pour aider les parents à être parents. Ça dit quoi? Que lorsque la femme tombe enceinte, le conjoint est d'accord pour la grossesse bien sûr, ils se prêtent à être des parents. Qu'est-ce qu'ils vont faire avant la naissance? Ils vont développer des fantasmes, quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Qui يختاروا le prénom مازال ما عرفوش, qui يشوفوا la chambre فين غادي يكون,
et même كيبقى المرات كيختاروا لي ان افونير غيولي طبيب ما غيوليش طبيب غيدير هادي غيمشي غادي نسكنوا إني encore مازال كاع ما تزادش. Et donc c'est de l'ordre ديال le fantasmatique qui va les permettre ما بين 0 à 2 ans à être aux soins ديال l'enfant. Il y a une dépendance, il y a une protection. Donc là, on est dans la protection, on est dans l'attachement. À partir de 2 ans, il faut savoir introduire la parentalité dialement des fonctions, les limites et le nom, et les cadres et les sanctions. Ce n'est pas punition, mais les sanctions. Il y a l'interdit. Pourquoi? Parce que vous allez aider avec le cerveau qui est suractivé à avoir des capacités d'inhibition. باش تقدر تطلق هذاك الولد ديالك يمشي لليكول وما يصدعوش يمشي مع الدراري qui sera pas violent qui sera accepté ailleurs. Donc à 2 ans je fais ça. Maintenant il grandit et aux 6 ans je ne dois pas faire la même chose. Je ne dois pas être dans l'inhibition et dans le cadrage. Je deviens plutôt éducateur. كنعاونو في le travail scolaire, كنعاونو في les choix ديالو. Et je me positionne à quelque chose ديال le one-to-one. On n'est plus je t'impose. L'adolescent par contre, vous allez avoir un gros objectif. Donc je dois l'aider à ce qu'il soit autonome. Et donc vous voyez comment les parents doivent normalement changer leur attitude. Parfois il y a des parents qui sont fixés à l'âge d'il y a 2 ans. On a des médias adolescent. Qui te dit madame? Le nom c'est bien pour lui. C'est à lui de choisir. Vous allez veiller à ce que ce ne soit pas dangereux, mais vous allez lui donner le choix. La charte c'est à 2 ans. Oui. Donc l'opposition, il y a un passage obligé dans la vie des parents, dans la mesure où ils vont contenir, ils doivent. En même temps, je dis non, mais en même temps, mon enfant va pleurer, va être frustré, va être en colère. Et donc, il y a une fonction, c'est ce qu'on a dit parents, il y a la fonction de contenance. Comment je vais rendre à de la situation désagréable, situation agréable. Je vais contenir avec les émotions. Je te comprends, je sais que, il faut parler. Ou là acté par des câlins, ou là par un geste d'amour, ou là quelque chose de ce genre. Alors, le cycle de l'opposition, donc il y a l'opposition, ça arrive la vie des parents, et donc il y a les consignes des parents, l'enfant, soit qu'il va se conformer, ça il n'y a pas d'enfants qui se conforment dès la première, là, c'est juste schématique. Puis ensuite, il y a l'enfant qui va se poser, on va répéter la même consigne, et on va argumenter maintenant. Flo, la petite consigne, maintenant je vais argumenter, pour te convaincre. On est en train excusez-moi le terme, mais on est en train de former, de produire مواطن صالح. Donc c'est qu'on a un avis. Donc il faut argumenter. Peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être qu'il est très intelligent, il veut comprendre. Donc pourquoi il faut se bloquer ici? Je vais répéter 3-7 fois et donc l'enfant il va se conformer, on n'aura rien. Soit l'enfant il se pose malgré et là on va faire la menace. Il va se poser encore une fois, on va répéter la même chose, sinon on est dans les pathologies. Parfois les parents même, ils se posent des choses la menace. Là, il y a de l'argumentation, on a le temps pour dire, et donc il faut passer par des étapes. Le risque de l'opposition, c'est que l'opposition fine, difficile, c'est un symptôme qui vient dans l'interaction. Et donc on a des risques. Ce n'est plus l'opposition qui nous inquiète, nous, praticiens. C'est ce qui va générer la maltraitance, justement physique ou la verbale, ce qui va même donner des structurations de personnalité. Ce sont des adolescents difficiles par la suite, c'est des troubles de conduite, ou un enfant qui va se fermer et qui va devenir dépressif, ou là complètement il va être rejeté et déscolarisé. Donc l'opposition, parfois, c'est une opposition développementale, c'est une opposition parce que l'enfant exprime un besoin, mais parfois ça devient pathologique. Quand est-ce que c'est pathologique? Et ça, je vais vous donner si vous permettez, la règle générale de la psychiatrie, c'est que la psychiatrie de l'enfant, chez l'enfant, on n'a pas l'adulte, le normal et le pathologique. On a le normal, on a le développemental et on a le pathologique. Je vous dis par exemple, l'opposition, on ne l'a pas mis le normal ou le pathologique, on l'a mis le développemental. À 3 ans, ça doit être. Donc, mes radigiens dit les parents, je vais le dire que c'est développemental. Quand est-ce que ça vient vers le pathologique? Tout symptôme pour qu'il devienne maladif en psychiatrie, c'est que soit il est intense, soit il est chronique, soit il est répétitif, soit qu'il donne une souffrance. Et la souffrance, c'est via le sujet lui-même ou de son entourage. Donc s'il n'y a pas les signes, là vous êtes soit le développemental et donc normalement les acquis qu'on va être positionner, soit que vous êtes complètement dans le normal et donc il faut rassurer. Intense, chronique, répétitif, engendre une souffrance. Maintenant, ça veut dire que c'est prêt à sauter une phrase. Complètement.
Fréquent, ça se répète plusieurs fois par jour et dans toutes les situations. Chronique, ça dure. Et en général, 3 mois, c'est suffisant pour dire que ça dure. Et il y a un retentissement, soit scolaire, soit ما بقاوش يبغيو الدراري ما تتعبش مع المعلمه ما لازمكش كاع ويمشي للمدرسه ولا انا صافي انا je suis épuisée, j'ai essayé donc j'ai épuisé donc là est-ce qu'on n'est pas dans le pathologie? Parfois vous allez dire les parents هذا parce que les parents اللي كيجيو عندكم راه كيجيو épuisés donc ils vont dramatiser les situations, vont maximiser la souffrance. اللي غادي تعاود تشوف امتى دارها واحد اليوم ينادي ويلا قلتي لي البارح عرفتي راه كل نهار حنا ما غاديش نقدر نركز معاك راه كل نهار عندنا حنا هادشي امتى كل نهار اليوم الاربعاء امتى اخر مره لا البارح ما دار والو اثنين دونك سي با quelquefois le comportement lui-même donc des parents هذو اللي عندهم هذا الكومبورتمون d'opposition là quelquefois autre chose بحق نقول لك au réveil déjà au moins donc ils sont prédisposés à être un petit peu très sévères مع l'enfant راه غادي يدير راه غادي يدير إذا كان les parents déjà prédisposés ils supportent rien donc après donc l'enfant il peut faire un petit caprice de rien du tout il croit vraiment que c'est non il est agressif il est irritable il est le problème t'as les parents eux-mêmes donc dans la prise en charge donc voir un petit peu quantifier ou la évaluer le stade ديال الناس le seuil ديالهم parce que من الصباح تيفيق déjà ما عرفتش يدير لي هاد الدري هاد النهار donc automatiquement tu es à fleur de peau toi-même il irritable fait la projection de certains problèmes اللي هو في la profession le couple le fada على هذاك l'enfant donc l'enfant se prend en mode mute 24 heures alors que ce n'est pas possible. Ça nous amène à ça, Dr. Dahlan, qui est l'analyse de l'opposition. Donc, comment vous allez analyser? Il faut se donner le temps. Il faut analyser sur une semaine. Je sais que c'est très dur de dire les parents une semaine, mais c'est capital d'analyser ce qui se passe sur une semaine. Soit rétrospective, c'est-à-dire dans une semaine il y a quelques urgences, soit que vous allez vous donner un rendez-vous d'ici la semaine prochaine où j'ai lié à Hachi. Donc on va voir l'intensité, est-ce que c'est très intense, et on va voir en général que les colères ne sont pas les mêmes. Qu'il y en a très intense, qu'il y en a chouïa. Et donc là, avec les chouïa, pourquoi? Quel est le facteur? Avec les intenses, quel est le facteur? Ça nous permet déjà de cerner la situation. واش في la fin de la journée les واعيين او لا باسكو الصباح كتنوضوا مع 8h تخرج مع 8h30 donc c'est pas possible les préparatifs ما كاينينش. Puis la fréquence le trouble, donc est-ce qu'il est fréquent ou pas fréquent? Donc ça c'est juste pour voir l'intensité de la colère. Il y a aussi le retentissement. Quel retentissement a ça sur l'enfant et sur l'environnement? Et la séquence, parfois comme vous avez dit, Dr. Dahlan, ce n'est pas complètement relatif l'enfant. C'est parfois relatif les parents. Et j'ai mis là un exemple, c'est que les parents eux-mêmes, ils peuvent entretenir le comportement d'opposition sans faire attention, parce qu'il y a un bénéfice derrière. Il y a une maman qui vient chez le thérapeute pour lui dire qu'il y a des difficultés avec l'enfant pour le faire dormir, alors qu'il a elle-même des difficultés avec le couple d'Yala. Donc le petit rituel de l'opposition, ça lui permet de rester un peu loin de le mari d'Yala. Donc il y a un facteur entretenant, sans qu'il soit conscient de ça. Est-ce que vous comprenez? L'enfant se pose l'île au moins de lui mettre un rituel pour qu'il soit rassuré, 5 minutes, 10 minutes, puis non, moi j'entretiens ça parce que qu'il est l'enfer quelque part. Donc mieux vaut le petit enfer ou l'enfer les biens. Donc c'est pour ça il faut se poser la question sur aussi les facteurs qui déclenchent et les facteurs qui maintiennent. L'enfant a un bénéfice parce que l'enfant a le plaisir immédiat, donc là où je me suis opposée à c'est un mode de fonctionnement. Chaque fois, on ça c'est le bénéfice. Quel est le bénéfice des parents qui entretiennent justement ça? Dans la pathologie, il y a des pathologies dont le symptôme cardinal principal est l'opposition. Il y a ce qu'on appelle le trouble oppositionnel avec provocation, le TOP, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez? C'est aux alentours normalement aux alentours de 5-8 ans, mais généralement pas après 12 ans, parce qu'après 12 ans, on parle d'autre chose. C'est un enfant qui est méchant, un enfant revendicateur, un enfant colérique. Pour que vous l'identifiez, il a le même comportement avec toute figure d'autorité, qu'ils soient les parents, qu'il soit le médecin, qu'il soit l'école, qu'il soit le coach de la natation, qu'il soit un adulte, je ne sais pas, une grande surface. Donc devant toute figure d'autorité, avec l'enfant, il devient revendicatif, il devient colérique, il devient méchant. Ça c'est le top. Chez les tout petits, on vient, pour ne pas les abandonner les moins de 5 ans, on parle de tempérament difficile. C'est-à-dire un enfant qui n'est pas agréable du tout, et un enfant qui cause beaucoup de problèmes. Et ça c'est un facteur de risque de développer après le temps.
Sinon, l'opposition relève aussi du TDAH, non pas parce qu'il veut s'opposer, mais parce qu'il n'a pas les capacités d'inhiber ce qu'il ressent. Il ne vous obéit pas pour vous mettre dans le mal, mais il ne vous est, parce qu'il n'a pas les capacités pour s'inhiber, il est dans l'impulsivité. Le haut potentiel aussi parce qu'il a besoin de contrôle. Il y a l'opposition peut masquer un trouble anxieux, un TOC plus ou moins chez l'enfant, un trouble dépressif surtout. Ce n'est pas, on va le voir, la dépression. La pathologie mentale parentale. Est-ce que c'est pas des parents qui sont maltraitants? Est-ce que j'ai mis trouble de l'attachement, par exemple, le maman qui est déprimée? Et mais donc l'enfant, comment il va faire? Il va maximiser les chances. La maman te fait quoi? Parce qu'on parle, le vocabulaire d'Yana, il est en train de réanimer la maman. La maman, elle est perdue. Il fuit la dépression d'Yana. Donc, qu'est-ce que je me dis parce que je suis? J'existe. Et tu ne me lâches pas. Tu partiras pas. Psychiquement, tu partiras pas. Et donc, il faut explorer aussi du côté des parents, et c'est très fréquent. Là, c'est la maman qui est déprimée. Et on l'envoie chez le psychiatre. Ça s'appelle un enfant symptôme. C'est-à-dire que l'enfant a des symptômes de la maladie. Absolument. Sinon, c'est les exigences éducatives, soit qu'il y a un abandon complètement d'autorité, soit qu'il y a une discordance. La maman qui est et le papa qui goule là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire, Anaya? Je vais faire les règles d'Yali parce qu'il n'y a pas de règles à Amen. Donc, quelle aide? Je vais vous décourager en vous disant que ce sont des enfants qui sont difficiles à soigner, parce qu'ils vont opérer par le mode les affinuments. Même avec le médecin, ils vont s'opposer, ils vont refuser vos soins, ils vont refuser de rester la consultation, ils vont refuser la psychothérapie, ils vont refuser beaucoup de choses. Mais l'intelligence, c'est de les faire amener justement pour qu'ils ne... Parce que vous allez... Je vais vous dire des choses, et ils vont vous paraître un peu bizarres, mais c'est des enfants qui vont se poser, moi je vais être ferme, je ne vais pas être souple. Et parfois lorsque vous êtes ferme avec les patients, c'est-à-dire je vais fermer avec la porte, tu es dans le bureau, donc les règles disent oui, non, je vais fermer appeler avec la porte parce que tu risques de partir des escaliers au panique chez Najab, il faut expliquer. On va rester encore, je n'ai pas encore dit au revoir, on va rester encore 5-10 minutes, donc c'est moi qui appelle. Il va dire c'est qui a de l'adulte, les doigts de la fermeté calme, j'ai jamais essayé ça. Et ça va l'aider à se structurer. Et on va voir comment les limites ils vont aider à structurer l'enfant. Donc ce n'est pas parce que vous allez lui faire plaisir, les radicaux, il est habitué à ça. Ce sont des enfants qui vont vous hériter parfois de soit que vous allez vous dire que je suis impuissant. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est leur mode relationnel qui est comme ça. Ou le fannaoui dans l'opposition, il existe à travers ça. Et donc il faut de la patience, de la fermeté et un cadre qui est structurant. La prise en charge, elle est multimodale, donc décontaminer la relation, c'est-à-dire que souvent les parents vont venir épuisés et ils disent beaucoup de mal de l'enfant. Et là, il faut savoir rendre les choses plus pacifiques. C'est-à-dire que les parents, il faut, malgré qu'ils soient défaillants, il faut valoriser ou gratifier leurs compétences parentales. Ouais, tu as bien fait, bravo. Ah là, il ne faut pas le faire, mais ça, bravo. Il faut aussi rendre l'enfant capable d'aimer avec le parent. Parce qu'avec le parent, généralement, tu as des mots. Donc il faut trouver des moments à passer agréablement ma vie. Après 5-10 minutes, se raconter une histoire, dessiner ensemble, courir, pour que l'enfant découvre une autre facette de le père dialogue, le parent dialogue autre que le parent qui est mauvais. Le traitement de première intention est une psychothérapie, donc si ça ne marche pas avec ce que je vais vous dire par rapport à l'aide aux parents, vous envoyez chez le psychologue d'enfant ou le pédopsychiatre. Les traitements médicamenteux existent, mais on les prescrit généralement en seconde intention. Donc on fait la psychothérapie, si ça ne marche pas, on peut prescrire. Donc il ne faut jamais prescrire Meloul, même si c'est une pathologie, parce que c'est un mode fonctionnel. Et ce n'est pas une molécule qui les fait la mouchkila ou qui s'en a. Donc voilà, c'est un mode fonctionnel. Il faut travailler sur la fonction. La guidance parentale et l'aide des parents, elle est capitale parce qu'ils s'épuisent rapidement, ils ont raison de s'épuiser, c'est un enfer sur les 24 heures. Et le travail avec l'école, il ne faut pas l'oublier parce que l'école elle est rejetante. Et ça devient de plus en plus fréquent, l'école marocaine n'a pas qu'à tolérer les enfants. Les maîtresses, surtout les écoles privées. Réputation, les parents chroniques qui Parfois des comportements vraiment bizarres. Donc l'enfant il est vraiment ignoré. L'enfant donc il développe donc une autre agressivité dans la classe. Absolument. Parce que donc il est ignoré, il est vraiment très du doigt, l'enfant
كنعقل واحد البنيته كانت جات يما قالت لك عطاوها قالوا لها انت خصك تمشي من ليكول سبيسياليزي à cause de ça. Donc l'enfant كان شويه turbulent خطوها في القسم انت سكتي سكاي ما ديريش صافي لا الماتريس ومع داك لونفون غاديه وقلت لها انا نعطيك ورقه وسيري للنيابه الورقه ديالتي بلي راه ما عندها والو هكذا عاد باش البنيه قبلوها ودخلت لاكلاس ما كانوا غاديش يجريو عليها في ميكول ديال لي فود مثلا زونفون لي Oui, alors que maintenant, في المغرب, soit l'ordinaire, soit tout est mélangé dans une classe. Et le risque de se contaminer par des Brad, il est comportements. bien, la fille, donc il est très très bien. Donc l'adolescent, souvent c'est. Le rejet à l'école. Ouais, est très exactement. fréquent. Donc maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire les consultations d'Yanna pédiatre. Vous pouvez déjà conseiller des choses et vous pouvez expliquer des choses. On a dit des explications. Maintenant, vous pouvez aider les parents à exercer correctement leur fonction de parents. Donc voilà, donc l'aide aux parents, c'est qu'il faut mettre des limites structurantes et ça c'est pour tous les enfants, mais chez les enfants opposants. Avoir des limites structurantes, c'est-à-dire bien grandir. Les limites permettent l'enfant de grandir. Il a des repères. Qui voulait le danger, mais le non-danger, l'acceptable, le non-acceptable, ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. Mais le laisser à sa guise, ce n'est pas, ça sera pas un bon enfant, ni un bon adulte. Donc comment on va faire? Les premiers mois, on peut acter le nom de tout petit bébé. Et je vais vous dire pourquoi. Donc là, les premiers mois, le bébé est le centre des préoccupations, et donc il y a une dépendance complète de la maman, du bébé concernant sa maman. Il y a ce qu'on appelle un lien d'attachement qui est fondé. Le lien d'attachement, c'est-à-dire que le bébé sait qu'il y a une personne privilégiée qui peut prendre soin de moi et je suis en confiance avec elle. C'est ça le lien d'attachement. Et parce que la personne elle est là, je peux me développer complètement, je peux exprimer les besoins d'elle, ils seront satisfaits à temps, ils seront bien satisfaits. Ça, c'est le lien d'attachement. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, malgré que le bébé soit tout petit, la réponse rapide est bien, mais il faut petit à petit conseiller aux parents d'introduire des délais raisonnables. ماشي كيبكي نوض نمشي نشوف واش كيدير ماشي كيلي هو تنعطيه هذيك الحاجه. C'est les premiers moments où vous allez dire non à votre bébé, mais à condition que le bébé lui-même il est capable de supporter des attentes. S'il vous fait confiance, il a un lien d'attachement de qualité, donc il sait que la maman ديالو غادي تجي, mais peut-être qu'il est occupé à faire quelque chose. زادي يبكي وغادي نجيب لك الرضاعه ديالك واصبر واحد شويه وهي كتسخن وهي كدير. Je sais que vous aimez beaucoup l'allaitement maternel, ولكن c'est ce qui se passe dans l'allaitement artificiel actuellement. le كيرضع دابا الساعه هو فهمتي دونك واش هي داخله في هذا السيستم نورمالمون برا تيقولوا ماشي يعني كيعطي واحد 2 heures 2 heures et demie. Je vais vous expliquer, docteur, la scène de la tétée de l'enfant, il va servir un besoin physiologique. Les voix, j'ai faim, je vais manger. On est bien d'accord. Maintenant, sur le plan psychique, qu'est-ce que ça signifie? J'ai un malaise, c'est une situation de déplaisir. Après, on dit la faim, il y a le déplaisir. C'est une situation de plaisir. Et l'enfant commence à jouer le pied dialogue, avec la maman, sourire. Donc je vais être en situation de plaisir. Il y a des bébés qui veulent reproduire la situation de plaisir parce qu'ils n'identifient pas la femme à la donc il veut que cette situation, il y a une caractère, la maman le sang, il la refuse parce qu'il n'a pas compris le besoin. Le temps qu'on appelle le temps pulsionnel, c'est-à-dire que je passe de quelque chose de désagréable à quelque chose d'agréable, ça peut être l'enfant, ça peut dépendre d'autre chose que l'arrivée le lait. Ça peut être la voix de la maman, ça va le rassurer, il va se calmer. Ça peut être l'odeur de la peau de la. Ça peut être les pas de la parce qu'il constitue à faire la tétère à donc il va constituer une séquence, un voix symbolique. Une fois qu'il يتحل الباب وتتجيب لي هاني donc بالنسبه لي راه جايه. Il peut reproduire ça juste pour avoir l'arrivée de la maman ديالو. Donc هذيك la maman qui va غادي تعطيه بزز منه le lait وغادي يبكي وغادي تبقى كتعطيه ليه, il ne satisfait pas le besoin affectif. Et c'est les mamans عندهم la bonne jauge. Et je pense que vous pouvez témoigner de ça. كتولي تعرفي انت تيبكي حيت مطلق ولا انت تيبكي حيت هذا. Les mamans qui sont les chouïa, oui. La plupart dans les soins physiques, dans les soins mécaniques. Et donc,
dire bien sûr ما تخليش تيجوا بزاف وهذا باش نديروا لي ديلي مي il faut introduire يلا رضع دونك جو بو توليري انا نتسنى سي با اون دمي اور يلا غيتسنى واحد 2 مينوت 3 مينوت 5 مينوت المره الجايه غتولي 5 مينوت واحد شويه ايه حنا غاديين نولي يعرف بان لا مامون elle n'est pas à sa merci il y a les كاين وانت اللي كاين la maman elle est occupée à faire autre chose mais ça dépend aussi de lien de l'attachement الا كانت هي كتابوندوني كل ساعه غيبقى كيبكي وما تيثقش فيها مره كتجي بكري مره كتجي معطله مره كتجي تضربو مره كتقول ليه تتغوت عليه et donc là c'est on est dans un trouble de l'attachement autre que l'attachement de qualité هما هاد les mamans qui ne savent pas quoi faire. Alors l'anxiété la maman donc déjà il y a et donc avec le rôle de maman donc quand on voit un bébé qui pleure ما رضعتيش ما تهليتيش فيه هذا هو دوك l'idée qu'elle a مسكينه. Il doit être un beau bébé مع الحليكات la belle famille aussi, les amis, tout ça. Vous dites Marley, ça. Donc il y a la pression de la femme. Il y a l'anxiété donc chez la mère, donc il est transmis aussi donc le bébé. Il va Alors, autour de 2 ans, il faut savoir, on l'a bien dit, que l'enfant c'est le monsieur non. Donc il dit non pour tout, et ça c'est développemental. Il faut expliquer les parents que c'est tout à fait normal. Donc il va réagir avec son corps, il va chercher à se positionner comme interlocuteur. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Faites des propositions. Lorsqu'on fait des propositions chez Wahid, par exemple, je vous dis, vous avez l'impression que vous choisissez. Alors que moi je dis bon, c'est le même. Donc c'est la même chose que le parent. Il y a 2 choses qui ne sont pas dangereuses. Il aurait l'impression qu'il choisit, alors qu'il ne choisit pas. C'est finalement le parent qui va conduire et l'enfant il a l'impression de choisir. Donc vous allez lui faire des propositions. Autour de 3 ans, l'enfant il a des capacités, il cherche à faire tout seul. Et c'est bien qu'il fait des choses tout seul. Laissez-le faire. Il veut voir est-ce qu'il est capable de faire les choses tout seul. Mais vous restez à côté de lui, vous allez l'accompagner. Et on peut faire ensemble. Enfilera, je vais l'aider pour qu'il enfile correctement. Les choses se calment un peu vers 3 ans et demi, 5 ans, parce qu'il va normalement dans un autre environnement qui est l'école et qui va intégrer progressivement les règles. À 7 ans, normalement, c'est la socialisation. Et donc, quel que soit l'âge de l'enfant, la patience, il ne trahit jamais. Il faut juste avoir la patience d'être patient. Donc, il ne faut pas être impératif ni blâmant, expliquer avec des mots qui sont simples et se demander surtout ce que la règle que j'ai énoncée, l'enfant, il a bien compris. Est-ce qu'il est adapté à son âge? Je ne peux pas demander l'enfant à Haja ou il ne peut pas la faire. Il va me dire non, parce qu'il est incapable de la faire. Donc, ce qu'il est adapté à son âge ou ça dépasse les capacités de l'enfant. Les mêmes limites capitales doivent être énoncées par les 2 parents. Donc, explorer dans ce sens. On a des limites qui sont claires. Ce que je dis un an, non, il faut se mettre d'accord sur des choses. Il y a toujours des compromis, il y a toujours des terrains d'entente, mais les règles générales doivent être connues entre les 2 parents. Si vous optez pour l'option de la sanction, il faut que l'enfant soit rassuré qu'il est aimé. Parce que pour l'enfant, en général, il y a des scénarios. Maman ne peut pas il va nourrir l'idée. Une phrase que j'aime bien de Freud qui dit que l'inconscient ne connaît pas la négation. Ça arrive à les adultes, ne faites pas ça. Le cerveau, l'inconscient qui est le cerveau, va reproduire avec la scène, n'a pas fait. Sauf que on a les capacités d'inhibition. L'enfant, lui, ne court pas, il court. Et donc, la scène qu'il est en train de courir. Il ne descend pas l'escalier, il exécute. Il ne vous désobéit pas. Il exécute ce que le cerveau dit. Donc, ne soyez pas dans le négatif. Ne cours pas veut dire aussi tu marches doucement. C'est mieux. Marche doucement. Ça va ne cours pas. Donc, marche doucement, qu'il chauffe à la sauce, il marche doucement, il va marcher doucement. C'est parfois une mauvaise compréhension de la parole. Il vaut mieux avoir un langage affirmatif que négatif. Et une phrase que j'aime bien de Daniel Marseille, c'est que l'autorité, c'est d'abord donner des autorisations avant de donner des limites et des interdits. Et c'est valable pour toutes les autorités, même pour l'autorité. Il faut donner des autorisations avant de donner des interdits. Maintenant, l'enfant hyperactif. Est-ce que vous tenez le coup? Oui. S'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup de choses à... Vous suivez? C'est très passionnant. C'est bien.
Alors, là, par contre, je vais vous donner... Sébastien Haïti, on va faire notre pause café là-bas. Moi, vous m'avez sauvé du canicule de Marrakech, donc je suis très bien. Je retrouve mes forces. À 48 degrés. Sébastien Haïti, une pause café. Ça marche. Alors, la vignette suivante, je vais vous demander d'être un peu attentif parce que je vais vous demander votre avis et quel diagnostic. Je pense que vous allez me dire un diagnostic bien précis et on va en discuter. Ryan est un garçon âgé de 10 ans qui se présente pour une instabilité psychomotrice avec des difficultés scolaires. C'est-à-dire qu'il est instable en classe comme à la maison. Il rencontre des difficultés nettes à se concentrer en activité. Il est impatient. Il s'arrête sans finir les tâches qui lui sont demandées. Il redouble ses classes. Au quotidien, il dépend totalement de sa mère. Dans son histoire développementale, c'est un enfant né prématuré à 34 semaines. Il avait un ictère néonatal avec un séjour en néonatologie. Donc tout ça, c'est des facteurs très à souligner dans l'histoire. Il y a l'épilepsie depuis 12 ans qui est traitée par le valproate de sodium mais avec une mauvaise observance et un retard manifeste des acquisitions psychomotrices. On entretient le garçon, il est jovial, il a un très bon contact, mais il déambule sans arrêt, il paraît en urgence de bouger et de se tortiller. Il ne peut pas maintenir une conversation, ni finir un récit. Il ne semble pas comprendre les consignes simples. Son dessin est très réduit à des gribouillages, c'est-à-dire seulement des gestes graphiques. Et par ailleurs, il accuse des céphalies chroniques. Ça vous fait penser à quoi les mots qui sont mis en rouge? Hyperactivité. TDAH. Le TDAH. Je vais vous dire une chose, et c'est ça l'intérêt de mon propos, c'est que je mène avec l'équipe de résidents de pédopsychiatrie de Marrakech, de l'équipe universitaire, nous menons une lutte contre le TDAH au Maroc, parce que ça commence à être posé à tort et à travers. Et on a l'impression que tout enfant hyperactif est un enfant TDAH. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que vous êtes la première ligne. Et donc, si vous comprenez aujourd'hui qu'il y a d'autres troubles plus importants que le TDAH et qui sont facilement repérables et traitables, vous allez sauver des enfants. Le TDAH, c'est un trouble chronique qui dépend de développement. Et donc, lorsque je vais étiqueter quelqu'un TDAH, il va le rester adolescent, il va le rester adulte. Sauf que le TDAH adulte, les vrais TDAH adultes, ils ont beaucoup de problèmes de santé mentale et sociale. Instabilité relationnelle, instabilité professionnelle, dépression, suicide, abus de substances, anxiété, structuration anormale de personnalité. Et donc le TDAH n'est pas un diagnostic facile à prononcer pour les patients. D'autant plus que chez l'enfant, l'instabilité est liée à plusieurs pathologies somatiques chez vous et environnementales qu'on va voir. Chez cet enfant, on a l'impression que ça va être un TDAH. Prochainement, vous connaissez la revue Réalité pédiatrique, la revue française. C'est une revue qui n'est pas de la recherche, mais c'est une revue qui est destinée pour les médecins praticiens dans les cabinets et dans les hôpitaux. Et prochainement, il y aura un article que j'ai écrit moi-même avec deux résidents de l'équipe à propos de l'instabilité. On a nommé les causes, les étiologies de l'instabilité psychomotrice chez l'enfant, autres que le TDAH. Et parmi eux, vous aurez cette vignette clinique. On a mis 3 vignettes cliniques. Ça, on est une vignette. Vous allez le voir si vous êtes sur le site de la réalité pédiatrique. Vous aurez plus de détails. On a l'impression que ça va être un TDAH. Et je vous dis là, le comble de l'histoire, c'est un pédopsychiatre qui a posé le diagnostic de TDAH. Alors qu'on est là sur une déficience intellectuelle. Vous voyez très bien que c'est un enfant qui a une histoire développementale très compliquée, qui ne comprend pas les consignes simples, et qui garde quand même des capacités affectives qui sont bonnes. Là, j'ai mis le triple en jeu parce que aussi c'est un enfant qui a de l'épilepsie et l'épilepsie donne l'instabilité lorsqu'il n'est pas très bien traité ou lorsqu'il est traité en outrance. Vous prescrivez les benzodiazépines, le vanille pour les... Si vous avez un enfant qui a été très bien stabilisé à un certain moment et commence à avoir des troubles de déambulation d'instabilité psychomotrice, pensez à arrêter le vanille ou de switcher vers une autre molécule parce que c'est un effet secondaire. Donc ça c'est la deuxième. La troisième, j'ai parlé je sais que c'est un peu difficile parce que moi je connais le patient, j'ai parlé de céphalie chronique et on a demandé un avis ophtalmo et on a eu 3 sur 10 et on a vu 2 sur 10 la vision. Donc comment vous voulez que cet enfant soit stable et ne le voit pas? Même touche les repères. Ce qui paraît loin, il lui paraît proche, ou ce qui est proche, il est effectivement loin. Donc c'est un enfant qu'on a l'impression qu'il déroule. On a corrigé par l'acuité visuelle, on a restauré tout ce qui est déficience intellectuelle par
les rééducations, surtout les aménagements scolaires. Et on a vu avec le pédiatre, son médecin pédiatre, qui a agi sur la psychoéducation des troubles et qui a pu maintenir une bonne observance. Au bout de quelques mois, on n'a plus le trouble. Ceci dit que le TDAH peut être comorbide. Mais le message aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas penser le TDAH en premier, parce que c'est un diagnostic d'élimination. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes, on vous a déjà parlé de ça. Il y a une liste qu'il faut éliminer avant de parler de TDAH. On va voir la liste, c'est quoi. Donc, ce sont les enfants hyperactifs, hyperkinétiques et turbulents. Encore une fois, entre 2 et 5 ans, ne vous inquiétez pas, il est développemental, sauf s'il est intense, fréquent, chronique et avec un retentissement. Et là, l'enfant, il a des capacités motrices. Et donc, il va découvrir le monde et donc il va marcher beaucoup, il va déambuler beaucoup. Donc, il est développemental chez l'enfant de 2 à 5 ans. C'est pour ça qu'on ne parle de diagnostic de TDAH qu'à partir de 6 ans et 7 ans. C'est pour que les enfants ne soient pas diagnostiqués à tort TDAH alors qu'ils se développent complètement normalement. Ils deviennent pathologiques, on a bien dit ça. Donc là, j'ai mis, c'est un concept transnosographique. La fièvre. Les gens, comme l'enfant a une fièvre, vous n'avez pas de diagnostic. Vous allez chercher plusieurs diagnostics. C'est la même chose. Instabilité, il faut chercher plusieurs diagnostics. J'ai mis TDAH, vaille, c'est-à-dire tant bien que mal, il faut que ça soit un TDAH, parce que c'est un diagnostic qui est fascinant. C'est un diagnostic qui nous vient de la littérature américaine, et donc on est très fasciné par les études qui ont été faites. Et tout justement parce que les Américains, ils ont la main pour faire les prescriptions plus que les Français, les Européens et en l'occurrence les Marocains et les pays arabes. Et donc pour des soucis de commercialisation des médicaments, les voies, le méthylphénidate, ils diagnostiquent en outrance. Et par le recul, et c'est acté par des séries, ce sont des enfants et des adolescents qui ont été diagnostiqués à tort de TDAH et qui sont tombés dans la dépendance à la méthylphénidate et qui ont emprunté des circuits de soins qui ne sont pas les leurs. Et donc, la Rétaline en France, la Rélatine en Belgique. Et le Concerta en Espagne. Oui. Et qui malheureusement, qui est un produit qui a ses avantages, peu cher, donc 5-6 euros, 50 dirhams marocains, mais qui n'est pas encore commercialisé au Maroc. Et c'est bien qu'on commence à refuser l'ordonnance marocaine, parce que sinon, un devoir de règle des prescriptions. Quand parce que j'ai exercé à un certain moment à Bruxelles, et j'étais à cheval entre 2 centres, un universitaire et un clinique. Et donc là, il y avait toute une équipe qui est spécialisée le TDAH. Une fois on suspecte un sertolie, et c'est un enfant qui séjourne, donc pour passer des échelles, vous allez voir c'est quoi, passer des échelles pour faire des observations, et encore, s'il est TDAH, on va faire 3 à 6 mois de rééducation orthophonique, psychomotrice et d'aménagement scolaire et environnemental avant de prescrire la méthylphénidate. Ça donne les morts subites, ça donne les anomalies de rythme cardiaque, ça donne la dépendance et ça peut agir aussi sur le psychoaffectif. Et chez les tout petits, ça agit sur la croissance. Ça réduit de moins 2 cm la taille d'un enfant au bout d'une année de prescription. Donc ce n'est pas anodin. Et ça peut, chez certains patients ayant une vulnérabilité, déclencher des états psychotiques, schizophréniques. Et donc c'est vraiment des choses qui se font sur un registre, soit par le neuropédiatre ou le pédopsychiatre. Ils travaillent conjointement sur la même unité. Et ces 28 jours, il doit être prescrit sur ordonnance hospitalière, puis le renouvellement avec un monitoring clinique et paraclinique. C'est très dur. Chez nous, on fait tu voulais ce GBAM en France. Donc si j'arrive à vous toucher aujourd'hui par le message, ça trouve l'arrivée d'Yalif Jdida très bénéfique pour moi. Si vous, dorénavant, enfant hyperactif, je pense à autre chose. S'il est là, il est là. Mais je vais chercher autre chose parce que vous pouvez faire de petites actions thérapeutiques. L'antiépileptique, ça ne marche pas, je vais ajuster la dose. Il y a une surdité, un septant, un l'ORL, il y a des anomalies de la vision et tout entre dans l'autre. Il y a une hypothyroïdie, une carence en fer sans anémie, vous allez supplémenter en fer et ça va marcher. Il y a une anémie, vous allez faire le traitement martial et ça va marcher. Donc c'est des petites choses qui peuvent arranger un avenir. Donc je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Il y a... Ça va bien. Donc on va commencer par les atteintes neurologiques, c'est-à-dire dans l'ex-fragile, la trisomie 21 Williams-Burn, vous avez un syndrome Excusez-moi, s'il vous plaît, juste avant de passer au Oui. vous avez parlé de carence martiale et d'hypothyroïdie, c'est plutôt des enfants qui fonctionnent au ralenti, ils ne sont pas dans l'hyperactivité. Il y a une fraction d'enfants qui peuvent être dans l'excitabilité.
surtout les troubles de sommeil, la carence mentale. Et ça donne aussi l'instabilité. Oui. Par exemple, chez les enfants qui ont un trouble du spectre autistique et qui commencent à avoir un trouble de comportement, lorsqu'on va faire, je vais vous parler de ça par rapport au trouble de spectre autistique, parfois lorsqu'on va faire un dosage de la ferritinine, on va faire bien sûr l'NFS, il n'y a pas d'anémie. On va faire le dosage de la ferritinine qui est très fréquente, la carence martiale, et on va trouver qu'il y a, lorsqu'on va corriger par le fer, l'instabilité se corrige aussi. Parce que, pourquoi? Que fait le fer, le cerveau? Il va l'oxygéner. Ça, vous le savez. La deuxième des choses, c'est que le fer, par rapport aux neuromédiateurs qui vont générer les pathologies psychiatriques, les HOMA, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, le fer va favoriser la fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs cérébraux. Et donc un bon fonctionnement cérébral, en l'occurrence psychique. Lorsqu'il y a une carence, il y a le neurotransmetteur, le cerveau, il va le faire, mais il ne se fixe pas correctement. Lorsqu'on supplémente, le fer vient prendre une colle, c'est pas comme ça, mais il vient prendre une colle pour favoriser la sensibilité des récepteurs et donc le cerveau il va fonctionner. La sérotonine, lorsqu'il est diminué, il est capable l'anxiété, il est capable l'humeur triste, il est capable l'impulsivité, il est capable les troubles de sommeil, ou il est capable l'instabilité aussi. Oui. Et c'est des choses à débattre. Dites-moi, parce que tous les somaticiens, vous connaissez mieux que moi peut-être le côté somatique. L'hypothyroïdie, C'est plus l'hyper. l'hyper, oui, l'hypothyroïdie, c'est au ralenti, ça, c'est au ralenti. C'est le versant ralenti. Oui, oui, Par rapport à le TDAH, c'est les formes incomplètes, ce qu'on appelle les formes incomplètes. Avec hyperactivité, sans hyperactivité, il y a les formes inattendues. Qui ressemblent à tuer l'épilepsie, surtout l'épilepsie absente. Les autres épilepsies, on a qui appellent les hyperactivités, normalement les encéphalopathies. Qui ne sont pas pures. Mais est-ce que vous voyez les enfants qui sont mal observants, les ont des crises réitérantes et que les parents qui attachent les traitements? C'est-à-dire que les enfants qui sont épileptiques mais qui ne prennent pas le traitement diagnostique. Épileptiques, ils font des crises en matière. Qui attachent le traitement, en mauvaise observance. Est-ce que vous voyez avec les enfants le comportement dialogue comment ils sont? C'est un cerveau qui ne fonctionne pas complètement normal et donc ils sont sur le versant plutôt agressif, qui vont peut-être faire des crises, le cerveau est fatigué, ou là qui vont faire des crises le soir ou rien ne souche. Et donc le lendemain il va être instable, il va déambuler. L'instabilité, c'est pourquoi on a parlé d'instabilité psychomotrice. Et n'est pas que sur le plan motrice. Ce n'est pas le moteur qui fonctionne à chaque fois. Les personnes anxieuses, la nouvelle. Ce n'est pas le moteur qui est c'est pas le registre moteur qui est le moteur de l'action dialogue, mais c'est l'anxiété. C'est ce que les radicaux tu vois par exemple, je parle de chargement quand tu regardes le téléphone, ça pour moi c'est une scène d'instabilité, mais qui est en rapport avec une anxiété. Est-ce qu'un enfant qui ne prend pas le traitement dialogue ne va pas avoir de la psychogène? Les types qui ne prennent pas le traitement dialogue. Il est en mauvaise observance. C'est pourquoi on a dit qu'on a renvoyé le patient. Parce qu'il est épileptique, mais il n'est pas traité. Qu'est-ce que j'ai dit que vous avez dit? Le triple enjeu, et donc on a envoyé chez le pédiatre qui a ajusté le traitement, qui a joué sur l'observance du traitement. Donc il a stabilisé. Donc un malade n'a pas de droit, les choses se sont stabilisées. C'est vrai, c'était 16 mg kilo, c'est pas suffisant. Oui. Maintenant 30 mg kilo, comment sont les enfants épileptiques? Ils sont fréquents. Ils sont fréquents. D'abord l'épilepsie qui est appelée de comportement, après les encéphalopathies, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas que l'épilepsie est l'instabilité. C'est les enfants épileptiques qui ne sont pas traités. C'est pourquoi qu'elle fait une clinique. Donc si j'ajoute un enfant épileptique qui est sous-dosé ou qui n'est pas bien traité, qui ne sont pas bien traités, qui ne sont pas traités, qui est des enfants épileptiques qui viennent de l'ordonnance, donc il n'est pas traité. Donc c'est un enfant qui risque d'avoir un autre registre qui vient, le comportemental. Si je le traite, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une de choses. Soit que je vais me questionner sur l'épilepsie, il est très bien traité. Et la deuxième des choses, est-ce que je ne donne pas une benzodiazépine au long cours? Parce qu'il fait ce qu'on appelle au long cours, au-delà, il y a 12 semaines normalement, il y a 3 mois, ça donne ce qu'on appelle un effet secondaire, pas chez tous les patients, mais surtout chez les tout petits, va donner la désinhibition comportementale.
parle de plusieurs facteurs, la prématurité, le séjour Mais en en plus, réanimation. Qui a donné la déficience intellectuelle, intellectuelle. qui ont donné avec le retard psychomoteur. Prédisposition. Le TDAH, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Le TDAH, c'est un trouble de neurodéveloppement. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. واخا ما يكون عنده إبيليبسي، واخا ما يكون عنده ديبرسيون، واخا ما يكون عنده أنكسيتي، واخا يكون ما تياخذش بنزوديازيبين، غيوصل لواحد لاج وغيدير ليا لو TDAH. TDAH, ce n'est pas l'instabilité. Complètement, qu'est-ce que j'ai dit Filoul? Vous avez complètement raison. C'est que le TDAH, il est comorbide. Mais est-ce qu'il faut avoir le raisonnement linéaire? C'est ça le débat. On est en train de soulever une cause. Il y aura des résistances parce que c'est des pratiques. Les dalous, c'est des habitudes, les propriétés. Maintenant, le message que je voulais vous transmettre, c'est que tout le monde, vous n'êtes pas censé. Je vais avancer un peu, je vais revenir les causes. Alors, on va. Voilà, donc le TDAH, c'est un trouble de neurodéveloppement qui va me donner les trois composantes. D'accord? C'est le cerveau, l'impulsivité. C'est le cerveau, qui fait des difficultés d'exécution des fonctions, notamment l'attention et la mémoire. C'est le cerveau qui ne fonctionne pas complètement. C'est ce qu'on appelle un syndrome désexécutif. C'est-à-dire toutes les fonctions, ils sont là, mais ils ne fonctionnent pas complètement. Là, ce n'est pas les médecins. Et excusez-moi, mais c'est un diagnostic spécialisé, ce n'est pas les médecins de première ligne, les pédiatres, qui vont faire un diagnostic, ils vont établir un pré-diagnostic clinique. Les radiocepteurs, même si vous suspectez un TDAH, vous allez dire que c'est un pré-diagnostic. Il y a toute une panoplie de tests. Si c'était aussi facile que ça, on ne va pas hospitaliser les enfants pour l'hôpital de jour, ni les hospitalisations pour passer les échelles. On va dire oui, il a ça, il a ça, il a ça, donc c'est un TDAH. Donc on fait tout ça. Mais supposez on va faire les échelles d'IANA, on va dire le QI, on va faire l'orthophoniste, le psychomotricien. Ça suppose quoi? Que le médecin pédiatre, ce qui est traitable. Il a traité et ça a marché, bravo. Il a traité, ça n'a pas marché, est-ce que ce n'est pas une comorbidité? Est-ce qu'effectivement je suis sur un TDAH? Je veux vous dire, à l'échelle de le discours aujourd'hui, parce que si vous diagnostiquez un TDAH, la main n'est pas facile pour prescrire. On se donne 3 à 6 mois avant de juger qu'il y a une insuffisance de réponse pour pouvoir prescrire la méthylphénidate. L'habitude marocaine est une habitude qui est complètement fausse. Grand adage, il y a la pédopsychiatrie, on prescrit en deuxième intention. On prescrit en première intention, sauf s'il y a urgence, sauf si c'est sévère, soit s'il y a une comorbidité, dépression, anxiété, et c'est sévère, et donc je vais prescrire. Donc les 3-6 mois, les radicondèles, le pédiatre, l'orthophonie, psychomotricité, soi-disant un souci, peut-être qu'il y a un TDAH, il va m'éliminer l'anémie, il va m'éliminer les causes environnementales, la dépression de la maman. Vous avez du temps pour éliminer les choses. Il se peut que vous allez, si on gagne 10 à 20% des enfants qui sont étiquetés TDAH, on a tout gagné, les enfants marocains. Puis après, si les TDAH, personne ne peut vous dire. Ça ne marche pas. Pour le chiffre, ça ne marche pas. Et donc là, pré-diagnostic, j'envoie faire quelqu'un pour faire les échelles. Soit pédopsychiatre, soit psychiatre des enfants, puisque nous avons des structures pour les villes carrément. Donc, on va envoyer vers quelqu'un qui peut passer des échelles, qui va faire un bilan et qui va conclure. Et celui qui va conclure, il y a la sévère, ou la modérée, ou la légère, et en fonction de ça, soit qu'il va prescrire, soit qu'il ne va pas prescrire. Il va continuer par la psychothérapie comportementale, relationnelle, de gestion des émotions, la guidance des parents. Il va éduquer l'école, il va faire des aménagements à l'école, et si ça ne marche pas, il va prescrire un médicament ou autre. Il y a d'autres molécules sur lesquelles on peut s'appuyer parce que l'ordonnance marocaine, la chimie infirmière de la méthylphénidate peut céder d'autres molécules pas aussi efficaces, mais parfois on n'a pas le. Oui. Je veux juste que vous n'ayez pas la facilité de dire que c'est un TDAH, hyperactif TDAH. Marquez un moment de pause. Instabilité. Il se peut qu'il y ait qu'il y ait un TDAH, mais il se peut qu'il y ait quelque chose. Je sais que ça change des habitudes. C'est peut-être le moment pour parler de ça. Et ce n'est pas une attitude d'Yann tout seul, c'est une attitude de recul. Il y a des expériences de la France, la Belgique, la Suisse, en tout cas européenne, sur de la grande notion de TDAH qui prend beaucoup de. Parfois c'est juste l'éducation des parents, parfois c'est juste la dépression, l'instabilité parce que je vais réanimer la maman, parce que c'est juste un enfant qui est angoissé, parce que c'est de la maltraitance.
silence. Les Est-ce que le tableaux, message بالنسبة est passé? للتست ديال البيستاج شكون Oui. قادروا يستعملوا Oui, oui, oui. J'ai parlé des questionnaires de commerce, les difficultés scolaires, et qu'on peut, peut-être qu'on va faire rapidement, on peut faire la pause, c'est que les échelles de commerce, ils vont vous donner une idée sur le fonctionnement de l'enfant à l'école avec les parents, ils vont vous décrire, puisque justement, les gens n'ont pas la facilité de décrire. Si vous voulez, décrivez-moi votre enfant, il vient pour une souffrance, donc il va décrire que la souffrance. Ben, moi, je ne peux pas vous décrire ce qui est bien. ولا ونصدم اش غيكون كيدير كاع خدام. Et donc il y a les commerces des parents pour décrire ce qui se passe à la maison, il y a les commerces des enseignants qui vont vous décrire ce qui se passe à... Vous pouvez les faire puisque l'instabilité est une cause aussi de difficultés scolaires. Et donc face à cette, je reviens juste sur la liste. Donc, il y a plusieurs pathologies qu'il faut savoir, et exprès, on n'a pas mis le TDAH. C'est un tableau qui va figurer dans l'article, on n'a pas mis le TDAH parce que l'article, c'est autre que le TDAH. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut éliminer, en l'occurrence, la maltraitance sexuelle. Ça commence à devenir très fréquent. Je ne sais pas ce qui est chez vous, les parents viennent se confier à vous par rapport à ça, mais les abus sexuels commencent à devenir... Surtout les mamans, c'est que certaines mamans... Attouchement... harcèlement. Oui. Donc là, il faut faire attention à ça aussi. Donc, vous allez faire l'enquête d'IELCOM avec l'examen complet, éventuellement une évaluation pédopsychiatrique. Il y a beaucoup de causes, et donc vous allez me dire comment on peut s'orienter vers une pathologie. Donc là, il y a 3 questions clés. Où ça se produit, quand est-ce que ça se produit et depuis combien de temps. On va individualiser 2 types d'instabilité. Il y a l'instabilité constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est présente dans toutes les situations et depuis toujours. C'est relatif aux maladies génétiques neurologiques, c'est fort probablement un trouble du spectre autistique ou une psychose de l'enfant, ou c'est un TDAH. Donc lorsqu'il est présent tout le temps. Lorsqu'il est intermittente, récente ou situationnelle, donc ça change. Ça peut être soit une dépression, une anxiété, soit des carences éducatives, soit la dépression parentale, soit l'adaptation. Donc constitutionnel, c'est tout ce qui est neurodéveloppement, le TSH, le TDAH, et on a oublié ici la déficience intellectuelle, soit c'est une pathologie qui est organique, c'est votre affaire à vous, donc vous allez explorer le tout. Puis il y a le secondaire, c'est le psycho-affectif, l'environnemental et l'éducatif. Et donc voilà, donc on va établir pour le TDAH, la prise en charge de l'instabilité, on va corriger, donc la cause, on parle d'étiologie, donc on va corriger l'étiologie, ça dépend de quelle étiologie il s'agit, la psychoéducation de l'enfant et des parents, et surtout c'est l'aide aux parents parce que les parents, ils sont encore une fois épuisés. Et donc redonner confiance par rapport à leurs compétences parentales, repositionner chaque parent dans sa juste fonction, rassurer l'enfant, et puis qu'est-ce que j'ai mis aussi, les aménagements scolaires sont capitaux, donc ce qu'on appelle le PAP, c'est un plan d'accompagnement personnalisé. Si on revient, par exemple, s'il s'agit d'un trouble du spectre autistique ou d'une déficience intellectuelle, le PAP, ça va être une place spécialisée. Si par exemple c'est un TDAH, c'est ce que vous connaissez très bien, il y a le temps on-off, s'il a besoin de sortir la récréation à l'entrée, il va utiliser des objets pour se concentrer. Donc c'est tous les aménagements qu'on peut faire pour que l'enfant puisse acquérir les apprentissages. La rééducation psychomotrice, elle est capitale parce qu'il permet à l'enfant d'acquérir ce qu'on appelle la fonction de contenance, c'est-à-dire qu'il va maîtriser le moteur, il va maîtriser le psychique. Les capacités d'inhibition. Il peut être concentré. La prescription des psychotropes vient en deuxième intention, soit parce qu'il y a une inefficacité des méthodes, soit il y a une instabilité qui est intense avec un grand retentissement, ou la présence d'une pathologie psychiatrique. Si j'ai une instabilité parce que l'enfant il est déprimé, on va voir que la dépression, ce n'est pas la tristesse chez l'enfant, la dépression c'est autre chose chez l'enfant, et donc ça je dois traiter, parce qu'il a un retentissement par exemple scolaire, je dois parfois prescrire des médicaments. L'évolution de l'instabilité, c'est une question des parents, donc ça dépend de l'évolution de l'étiologie, mais généralement, malgré que ça soit, même le TDAH, lorsque vous avez eu peut-être des présentations sur ça, vous avez vu que les formes cliniques, ils sont différentes avec l'âge. Un de l'enfant tout petit, mais il y a de moyen préadolescent, il y a de l'adolescent, il y a de l'adulte. On est moins sur le comportemental, on est plus sur les troubles attentionnels. C'est pourquoi les canaux les adultes, donc ils touchent à la capacité de suivre les études supérieures correctement ou là d'être perfectionniste le travail d'elle. Et donc
L'instabilité psychomotrice, quelle que soit la cause, il tend à s'estomper parce que l'enfant il a une capacité de développer des capacités cognitives d'inhibition avec le temps. Sinon, le danger, c'est qu'il y ait maltraitance, décrochage scolaire, estime de soi, des difficultés relationnelles, des troubles anxieux dépressifs et tout ce qui est pathologie comorbide psychiatrique. Oui. Les addictions. Absolument. Même les... Complètement. Parce qu'ils ont de l'anxiété qui vient et donc il va prendre le toxique à but anxiolytique. C'est pour diminuer la tension lundi. Il va l'essayer, ça va donner un effet. Je vais essayer, ça ne va plus le faire. Je vais augmenter la dose. Là, je vais changer de molécule et c'est le cercle infernal de l'addiction. Les boulimies, tout ça, donc aussi, les addictions. Oui, ça entre aussi dans le cadre des addictions. Oui, les troubles de comportement alimentaire. Complètement. Il y a une dépendance à quelque chose lié à l'ordre de la nourriture ou l'image du corps. On fait rapidement les difficultés scolaires. Vous êtes prêts? Là, baraka. Parce qu'il nous reste beaucoup. Là, pour être bien concentré, je crois, c'est bon. Ouais. Merci. Je vous récupère.